Si je comprends bien, Manon n'a pas aimé et Rita, tu défends le premier tiers. C'est ça? Je trouve ce réalisateur très surestimé et j'en suis désolée parce que Call Me By Your Name, je trouve était un film absolument magnifique. T'allais cracher sur Mais pas du tout, Sorkin, il sait structurer un film au-delà de le dialoguer. Elle est âgée, Madame Broccoli? Non, pas. Ça aurait pu devenir un légume, c'est pour ça. Non. Oh merde. Alban, dès qu'on parle de Marvel, son cerveau est disjoncte. Quelqu'un a vu Hitch ou pas? Coach en séduction. Non. Parce que celui-là, je l'ai vu plusieurs fois par contre. Celui-là, je l'ai vu, c'est pas dingue. Et c'est pas un road movie. Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il sera question de voyage, d'identité, de racines et de déracinement. Pour Queer de Luca Guadagnino, Daniel Craig incarne un expatrié désabusé qui erre dans le Mexico des années 50 en quête de ce qui pourrait le faire vibrer à nouveau. Pour Real Pain, deuxième long métrage de Jesse Eisenberg en tant que réalisateur, il est le cousin de Kieran Culkin, tous deux partis en Pologne sur les traces de leur grand-mère, rescapée de la Shoah. Et pour la saison 3 de The White Lotus, Mac White envoie une nouvelle troupe de riches vacanciers dans un enfer déguisé en paradis. Après Miami et la Sicile, cette fois c'est en Thaïlande. Toutes ces déambulations nous ont donné envie d'accorder un focus au genre du road trip et sans quitter l'entrepôt dans le 14e, Manon nous emmènera en voyage au pays de la comédie US puisqu'elle accordera sa carte blanche à son roi Judd Apatow. Silence, moteur, la perche est dans le cadre mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Bonsoir tout le monde, je l'ai dit, on est dans le 14e à l'entrepôt qu'on remercie de nous héberger toutes les semaines et je suis en compagnie de Rita, de Manon, d'Alban et de Laurent. Bonjour à tous, bonsoir à tous, tu as raison. Je voulais qu'on commence par un petit courrier des auditeurs, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas sous la main le courrier des auditeurs, donc c'est pas grave, on va commencer par le box-office et je vais retrouver nos petits messages juste après. Bon, là c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre là? Et avant d'ailleurs de démarrer le box-office de la semaine, quitte à faire les choses de manière extrêmement chaotique, je vous annonce que le 12 mars, on fera une deuxième émission en public à l'entrepôt, à l'occasion de la sortie la semaine précédente de Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho. On fera un focus consacré, voilà, Bong Joon-ho, le réalisateur coréen, et on diffusera suite à l'émission Parasite version noir et blanc. Donc voilà, c'est le 12 mars à l'entrepôt. Vous pouvez déjà réserver vos places, sauf ceux qui ont des cartes UGC limitées qui pourront seulement les réserver le jour même. Mais dans ce cas-là, notez-le dans l'agenda, on vous attend très nombreux. Laurent, tu as trouvé le box-office de la semaine. Simplement, je suis précise pour les cartes UGC et pâté, c'est 1 heure avant maximum et tu peux pas réserver en ligne, il faut venir sur place. Mais vous inquiétez pas, il y aura toujours des places, vous pouvez le faire en venant un peu en avance le jour même. Merci Rita pour cette précision. Laurent, alors quels sont les films qui trônent en haut de ce box-office ? Et ben encore, je crois que c'est une redite de la semaine dernière avec God Save the Tuche, le dernier Tuche qui fait 517 000 entrées, ce qui est une baisse de 30%, ce qui est pas énorme, pour un cumul à 2 360 000 en troisième semaine, ce qui est quand même plutôt une belle réussite pour les Tuches. En deuxième place, Paddington au Pérou qui fait 462 000 entrées, qui se maintient très bien avec une variation de 9% en plus, ce qui est quand même assez étonnant, avec un cumul à 1 325 000, quand même assez joli pour Paddington. Enfin, en troisième place, Captain America, Brave New World qui fait 412 000 entrées, pour un cumul à 1 million, ce qui quand même me paraît assez timide pour un personnage avec une aussi grosse licence. Ouais. On peut aussi parler de la quatrième place, L'Attachement, dont on vous parlait la semaine dernière, qui fait quand même plutôt un beau démarrage, avec 264 000 entrées en première semaine. Et surtout, on a une interview. On a une interview de la réalisatrice réalisée par Manon et Robin. Et surtout, je me suis rendu compte qu'on était parmi les seuls critiques, à part, je crois, Libération, à vraiment défendre le film. Le reste de la presse est un peu plus timide. Donc, Eh ben écoute, tant pis pour eux, parce que il est quand même quatrième en première semaine. Derrière des gros mastodontes, qui est suivi en fait de pas très loin par Bridget Jones en 5e place, dont on a dit du bien aussi la semaine dernière, 249 000 entrées pour un cumul à 614 000, ce qui est pas trop mal. On peut parler plutôt des échecs avec Mercato qui fait que 143 000 entrées en première semaine, ce qui le met à la 9e place, donc pour un budget à 13,3 millions, ce qui est quand même franchement pas terrible. On en parle ce soir. On en parlera ce soir, on vous dira si c'est mérité ou pas. Et alors, j'ai retrouvé le petit message de notre auditeur. Attends. Est-ce que tu veux mettre notre Bien jingle ? sûr, on va peut-être mettre un petit jingle. Quoi. Allez. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela te plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. On a eu des réactions sur différents réseaux, quant à notre focus sur le MCU.
Et on a un message donc, qui est sur YouTube pour le coup de Étienne Métras 5178. J'ai toujours l'impression quand je lis les pseudos de dire absolument n'importe quoi. Étienne donc nous dit: les films du MCU sont avant tout des produits industriels à destination d'un public jeune et occasionnel en salle, ceux qui font les blockbusters. Compliqué de les analyser en tant que film, tant ils répondent à un cahier des charges listant des 12 fanservice, humour, pop culture, lycra, stéroïdes et des dontes, religion, politique, nudité, silence, Moscow Mule. Les outils de science éco sont probablement plus adaptés. Il y avait déjà beaucoup de films de super-héros avant Marvel. Aucun ne rendait autant perceptible cette standardisation de la production en série. Mais c'est peut-être également parce que je fais partie de ces quarantenaires qui vont en salle en couple et qui ne comprennent plus leur époque, nous dit-il, suivi d'un ha ha ha, emoji clin d'œil. Est-ce que quelqu'un veut répondre à Étienne? Oui. Oui, moi j'ai juste, en fait, déjà dans le focus, on a essayé de parler du fait qu'il y a eu plusieurs périodes des films Marvel, et notamment qu'au début, justement, on pouvait se permettre, alors peut-être pas la religion, mais ça c'est les États-Unis de manière générale, mais de parler de politique, par exemple dans Captain America, The Winter Soldier, ou dans Black Panther. Après, je suis pas sûre que ça soit judicieux de juger des films avec seulement des outils de sciences sociales. Par ailleurs, si tu fais ça, tu te retrouves à réaliser qu'il y en a beaucoup qui ont une esthétique fascisante, et donc je vois pas trop ça gâche encore plus le plaisir de spectatrice. Mais c'est surtout que on peut pas faire du nivellement par le bas comme ça, je trouve, en disant que les films qui sortent au cinéma sont forcément catégorisables entre le cinéma et le reste. Alors oui, c'est peut-être en train de devenir, ça peut peut-être devenir une poubelle aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on les critique et qu'on aimerait que ça s'arrête ou que ça redevienne autre chose. Mais je trouve que c'est un peu injuste de dire que on peut pas juger ça comme du cinéma parce que c'est pas pensé comme du cinéma. Et en même temps, on s'est retrouvé dans une impasse quand on a fait le focus la semaine dernière où personne n'avait été voir le dernier Captain America, justement parce que vraiment on y allait à reculons. Et c'est vrai que entre évidemment tous les CGI, etc., on peut se poser la question. Moi, récemment, j'ai quand même lu un article qui disait que Tom Holland, par exemple, dans le prochain Avengers, ce serait pas lui sous la combinaison de Spider-Man parce qu'il a pas le temps, il est sur d'autres projets, et donc ce serait une doublure sous le costume, et juste en fait quand il enlèvera son visage, ce sera quelques plans, et le reste du temps il sera doublé, enfin des trucs comme ça où c'est vrai que ça sort du cinéma. Pardon ? Ça sort du cinéma, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est juste que... Oui, mais ça, après, à la rigueur, c'est presque de la technique sur comment c'est fabriqué. Non, mais c'est effectivement, pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que c'était tourné de manière extrêmement industrielle. C'est ce que je voulais dire à travers cet exemple. Tous les films méritent d'être étudiés sous l'angle de ce que c'est qu'un film j'allais dire artistique. Même les plus mauvais. Même doute, mais non, enfin, même plein. Non, mais même dans les années 30, on a parlé parce que sinon, en fait, on s'en sort pas, quoi. C'est-à-dire que si on doit forcément, enfin, si les films, il y a des films qui méritent et d'autres qui méritent pas parce qu'ils auraient des qualités supposées, etc. Je trouve que c'est extrêmement discutable. Tous les films méritent d'être regardés, tous les films méritent d'être vus. C'est toi qui dis ça, tous les films méritent d'être vus. Est-ce qu'on peut quoter? Tous les films méritent d'exister. C'est la position qu'avait Henri Langlois quand il a créé la Cinémathèque, et c'est pas pour rien qu'il l'a fait. Ils ont tous de la valeur, même si parfois ils sont nuls. Il faut quand même les regarder en tant qu'œuvre. Non, mais c'est surtout que si on parle de mode industriel de fabrication du cinéma, en fait, au début du cinéma, il n'y avait que de la façon industrielle de faire. Je parle du cinéma américain. Oui. Et en fait, quand tu regardes ça a créé des belles bouses à l'époque déjà, qui sont peut-être même pas considérables comme du cinéma selon ces critères-là, mais pour autant, on les regarde aujourd'hui comme une valeur historique hyper importante sur comment. Et je pense que dans 30 ans, on regardera Marvel en se disant qu'est-ce qui s'est passé, et c'est très intéressant de voir comment est-ce que sans politique des auteurs, tu te retrouves avec cette bouillabaisse catastrophique de films ces dernières années. Et j'ai l'impression que dans ce cas-là, on pourrait presque questionner l'existence même des séries, qui au départ sont complètement industrielles, et puis à une époque, je veux dire, les feuilletons versus vraiment les romans, etc., et qu'il y a toujours, on va dire, cette espèce de tension entre les deux. Mais voilà, je trouvais que c'était un commentaire intéressant sur lequel réagir, parce que voilà, c'est vrai qu'on s'était nous-mêmes retrouvés un peu dans une impasse, et pourtant on essaye dans cette émission d'avoir une ligne quand même relativement généraliste, dans le sens où on couvre à la fois des films, on va dire, plus petits, plus fragiles, mais qui nous semblent artistiquement, par exemple, intéressants, des gros blockbusters, en sachant qu'il y a parfois des petits films fragiles qui sont pas bons et des gros blockbusters qui sont très bons, et que c'est tout l'intérêt, sinon ça servirait à rien de faire une émission. Merci Étienne. Merci à toi Étienne. Rita, on a une news. Oui, on a 2 news, je crois. On a 2 news même. Les SAG. Les SAG Awards ont eu lieu ce week-end, et il y a beaucoup de choses à rattraper si ça vous intéresse, mais notamment le discours de Jane Fonda. Et oui, quelle queen. Qui continue à être pertinente, en fait, à son âge, et pas pour dire qu'on est plus pertinent avec l'âge, mais non, mais en fait, elle est pertinente sur une certaine idée de la politique et de l'engagement social en tant que personne publique
qu'elle est depuis plus de 60 ans, que je trouve lumineuse. Enfin, j'ai pas d'autres mots pour elle à part que c'est vraiment une grande dame et qu'elle est unique dans le paysage audiovisuel mondial en fait. C'est que voilà, je vous encourage à aller écouter son. Tu veux pas nous dire tout ce qu'elle dit dans son discours? Juste on le rattrape. Ah mais il dure 8 minutes, hein, Non, mais allez, je pense rattrapez-le. Et sinon l'autre news c'était sur une news beaucoup moins fun, c'est au sujet de James Bond qui est quand même une des sagas les moins diluées. Elle est moins marvelesque justement, et en fait c'est parce que initialement c'est une saga qui est gérée par la famille Broccoli, c'est leur vrai nom, et Franchement stylé. et en gros aujourd'hui c'est Barbara Broccoli plus précisément qui gère cette licence. Mais en fait, depuis que Amazon a racheté la MGM, qui est la maison mère de James Bond, depuis les années 60, et Amazon est très fâché de ne pas pouvoir faire des séries, des spin-offs, des reboots et des prequels et origin stories autour de James Bond. C'est depuis des années. Alors, il y a quelques mois, il y a eu une headline hilarante où il y a eu un titre de presse hilarant dans lequel Barbara Broccoli dit que les gens qui bossent chez Amazon, c'est des débiles mentaux qui ne savent pas faire de l'art. Et déjà, merci à elle. Et on pensait qu'elle allait faire front et tenir tête, et en fait on vient d'apprendre qu'elle a vendu pour à peu près $1 milliard tous les droits créatifs à Amazon. Mais elle est âgée, Madame Broccoli? Non, pas. Ça aurait pu devenir un légume, c'est pour ça. Non. Oh merde. C'est vrai. Voilà. Non. Waouh. On va aller en prison à cause de toi. Non, je répondrai même pas. Non, mais du coup, c'est assez déprimant parce que je pense qu'on va, par exemple, juste après ça, il y a Amazon qui a fait un tweet en disant vous aimeriez voir qui dans le rôle de James Bond. Et en fait, je pense qu'ils vont utiliser les réponses utilisateurs, les données qu'ils récupèrent sur Amazon Prime, sachant qu'Amazon Prime c'est un peu une poubelle de contenu. Et j'utilise le mot contenu à escient et plein d'autres choses pour choisir James Bond. Alors que typiquement Daniel Craig, c'était un choix de Barbara Broccoli qui n'a pas fait consensus à l'époque, que les gens étaient très fâchés qu'il soit fait. Mais en fait, c'est une question de productrice qui a une ligne éditoriale et qui sait se battre pour l'art qu'elle produit. Et je pense que, je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est pas bon signe vu ce qu'ils ont fait au Seigneur des Anneaux, par exemple. Moi, je peux comprendre que pour $1 milliard, on arrive. Non, mais bien sûr, je comprends. Moi, je pense que. Elle a fait. Non, mais très bien. Moi, je peux devenir pacifiste pour $1 milliard. Hein. Tu quoi? Moi, je peux devenir pacifiste pour $1 milliard, il y a pas de problème. Non mais effectivement, c'est toutes ces franchises qui vont se noyer dans un. Voilà, on parlait il y a quelques, de Marvel, on avait parlé il y a quelques temps de Star Wars aussi sur Disney. Effectivement, le Seigneur des Anneaux sur Amazon, c'est vrai que c'est un peu dommage de voir ces franchises devenir des espèces seulement de valeurs marchandes. Mais tu m'offres une petite transition toute trouvée puisque notre James Bond, Daniel Craig, est dans le dernier film de Luca Guadagnino dont on écoute la bande-annonce. We're all parts of a tremendous whole. There's no use fighting it. Those parts ought to work together. To conquer ignorance and prejudice and hate with knowledge. Dans Queer, Daniel Craig incarne Lee, un Américain expatrié dans le Mexico des années 50, qui mène une vie désabusée jusqu'à ce que sa route croise celle du jeune Allerton. Cette rencontre va bouleverser l'existence de Lee et faire renaître en lui des sentiments oubliés, Manon. Je te vois déjà soupirer. Quelle belle allitération, juste Elisabeth, là, que tu viens de faire. Écoute, Manon, il me semble pourtant que tu avais plutôt apprécié, vous aviez toutes les deux, Rita et Manon, plutôt apprécié le précédent film de Luca Guadagnino, Challenger. Non, pas toi Manon, seulement Rita. Non, tu l'avais pas aimé, je me trompe. Non. Ah, mais moi, à part Call Me By Your Name, j'aime aucun film de Guadagnino et j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi c'est à chaque fois autant un événement. Parce que je le trouve quand même vraiment surestimé. Je pense que c'est vraiment un très bon marketeur. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça où soit il a le bon acteur, soit il a le bon. Là, c'est offrir à Daniel Craig qui vient d'un milieu très viriliste, un rôle à contre-emploi et why not. Et en même temps, dans Un couteau tiré et. Glass Onion. Et pardon. Glass Onion. Et Glass Onion, le suivant, effectivement, il avait déjà commencé sa petite. Ça mue un peu, ouais. Il sort avec Hugh Grant dans le film. Mais voilà, je trouve qu'en fait, à chaque fois, ça repose sur un concept qu'on peut tirer avant que le film ne sorte et tout le monde en fait un peu des caisses. Et puis, moi, au final, je trouve que c'est quand même souvent des coquilles vides. Il y a aussi toute ça, je pense le fait d'avoir ces costumes qui sont souvent designés par Jonathan Anderson, là, le mec de l'OEV. C'est aussi tout un truc, voilà, il essaie d'infiltrer le monde de la mode où ces acteurs deviennent des égéries et inversement. Voilà, je trouve que c'est vraiment un mec qui est très bon en marketing. Après, en cinéma, moi, je suis assez dubitative. Là, moi, j'avoue qu'il y a absolument rien qui m'a... Tu fais pas de prisonnier, là. Il y a rien qui m'a accroché dans le film. Alors, moi, j'ai pas lu le livre qui l'adapte, qui est
supposément C'est très un sulfureux et livre très... de William S. Burroughs. C'est ça, ouais, réputé très dur à adapter, mais et visiblement un ouvrage très sulfureux. Et là, je trouve que le résultat est quand même très lisse, très figé. Enfin, il y a vraiment un truc, je trouve, qui ne marche pas. Même la reconstitution de Mexico, moi, je l'ai trouvé assez moche, alors que son chef-op, c'est, je crois, le chef-op de Apichatpong Veracetacul. Enfin voilà, c'est quelqu'un d'assez topé. Et moi, chez moi, la reconstitution, elle marche pas non plus. Il y a un truc qui fait très décor, et du coup, j'accroche pas du tout à cet univers. Peut-être qu'on peut mentionner que William S. Burroughs, c'est un des auteurs de la Beat Generation, dont font aussi partie, par exemple, Jack Kerouac, dont l'adaptation de Sur la route était un désastre. Ouais. C'est des œuvres qui sont très difficiles à adapter parce qu'on est beaucoup dans l'intériorité des personnages. On est très, en fait, c'est des films, enfin, c'est à la fois des livres de déambulation et dans lesquels on est beaucoup dans la tête des personnages. Ouais, et puis des récits de tripes et des trucs des comme rances, ça. De tripes, mais qu'on retrouve d'ailleurs dans ce queer qui t'a un peu plus convaincu. Rita, et toi surtout, tu aimais bien Challengers. Moi, j'ai beaucoup aimé Challengers, pour être honnête. C'est un des films qui m'a fait vibrer l'année dernière pour toutes les mauvaises raisons, sûrement. Tu l'avais topé même, je crois. Ouais, mais en tout cas, ce queer, en fait, effectivement, William S. Burroughs, il est connu pour écrire, comme tu le disais, des bouquins qui sont drogués, en fait. Donc, c'est souvent des phrases sans fin, c'est un flot d'expression mentale qui s'arrête pas. En revanche, je pense que là, c'est potentiellement une bonne adaptation, mais ce qui en fait un plutôt mauvais film. Dans le sens que quand t'es spectateur, c'est très, très difficile de te raccrocher à une intrigue. Le film est quand même structuré en 3 parties, je dirais. Il y a les déambulations du premier tiers qui sont vachement plaisantes. Moi, je me suis laissée porter dans cet endroit, dans ce Mexico complètement fantasmé. Tu vois qu'ils ont filmé ça en studio, à la Chinechita, je crois. Et que tu vois tous ces gens très bien habillés et à la fois un peu crades. D'ailleurs, je trouve que ça ressemble pas trop. Enfin, ça ressemble pas à Mexico. Ce Mexique. Pour moi, c'est le même côté. Pour moi, c'est un côté carton-pâte. Et comme Call Your Name. Moi, ça m'a rappelé Pauvre créature, en fait, de Lanthimos. Ah oui, non, quand même pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. Dans certaines parties du film. Surtout pas la même ambition, à mon avis, derrière. Clairement pas. Mais ou Barbie, si vous préférez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un truc d'artificialité qui est créé où tu vois clairement qu'on est dans un studio. Mais moi, ça m'a plutôt. Je me suis laissée porter par cette première partie. Deuxième partie, je me suis fait chier à mourir à partir du moment où il y a la relation qui commence à être tissée, parce que j'avais... Déjà, en fait, Drew Starkey, malheureusement, j'adhère pas pour l'instant, alors que Daniel Craig, pour le coup, j'ai adoré sa performance. Parce que tu ne regardais pas Outer Banks? Non. Et aussi parce qu'il est mauvais. Ouais, il est pas bon dans Outer Banks non plus. Oui, il est mannequin. Par contre, il est très beau, bravo. Et ce troisième tiers, donc, qui verse dans le genre un petit peu, parce que là, on est vraiment sur des tripes sous drogue. Ça m'a complètement perdu, et à ce moment-là, j'ai vraiment décroché du film. En fait, malgré de très belles scènes de sexe et d'amour et d'une belle photo, en fait, il y a un truc. Moi, pour le coup, j'ai vachement été séduite par l'univers un peu. Tout le monde sue, et il y a des fluides corporels à longueur de film, en fait, de tout imaginable. Et donc voilà. En fait, Daniel Craig m'a plu, la photo m'a plu, l'OEV, moi ça me dérange pas. En vrai, j'aime bien les films où les costumes, ça se voit qu'ils ont été faits par un créateur de mode, ça me dérange pas. Là, tu trouves que ça se voit? Moi, j'ai l'impression que c'est un argument marketing, mais que c'est pas. Les costumes cintrés, oh là là. D'ailleurs, autant dans Challengers, ok, mais là. Enfin, plaisir des yeux, pour le coup, je trouve ça trop joli. Mais je comprends pas que Daniel Craig soit pas nommé aux Oscars, pour être honnête. Voilà. Pour moi, il joue un Don Draper un peu homosexuel, enfin beaucoup plus homosexuel que Don Draper, je veux dire. Et je trouve ça super. Je sais pas si tu veux. Moi, pour le coup, la performance, évidemment, on a énormément parlé de la performance de Daniel Craig. Je crois même le patron de la Mostra de Venise, genre, il avait fait un discours en parlant, que c'était vraiment la performance de sa vie, tout ça. En fait, au-delà de le mettre dans un rôle un peu à contre-emploi, il y a des scènes de sexe effectivement très explicites. Moi, j'ai un peu du mal à voir la performance de fou dans ce rôle. Mais bon, après, il est pas mauvais, mais je sais pas, moi, ça m'a pas du tout emballé. En fait, moi, il y a un truc d'émotion en fait, j'adore voir quelqu'un qui veut quelqu'un d'autre et qui sait qu'il l'aura pas et qui essaye quand même et qui se retombe et se relève et tombe et se relève. Ça, j'aime beaucoup plus que le rôle qui est difficile, de la personne qui est dont on est intéressé et qui s'intéresse pas en retour. Ouais, mais du coup, je trouve que même ça, effectivement, le synopsis, c'est ça, c'est censé être cet étudiant qui est pas vraiment queer et qui, du coup, va pas vraiment céder à ses avances. Moi, j'y crois pas, en fait, en 2 secondes, c'est emballé. Et je trouve que cet enjeu, il marche pas non plus, quoi. Il y a vraiment rien. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a rien qui me retient. J'ai aimé le début parce que tu découvres l'univers et qu'il y a un Coppola drôle dedans. Il y a Jason Schwartzman. Ah oui. Et mais alors, si je comprends bien, Manon n'a pas aimé et Rita, tu défends le premier tiers. C'est ça. Mais j'aimerais juste dire que donc l'auteur du livre, c'est le même scénariste que Challenger, c'est Justin Kuritzis, c'est le compagnon de Céline Song qui a fait Past Lives. Ouais. Et dans ce film, il y a encore une scène sur l'impossibilité de se comprendre sans communiquer. Et ça, c'est un sujet que j'aimerais qu'il le traite mieux, ces 2 scénaristes, mais que quand il comprendrait, parce que c'est trop intéressant. Dans le film, il y a une scène où il lui dit « J'aimerais pouvoir te parler ».
sans te parler, c'est-à-dire que ils veulent globalement faire de la télépathie. Dans Past Lives, il y a une scène où le personnage dit à son épouse « Tu rêves dans une langue que je ne comprends pas et j'ai l'impression de ne pas pouvoir t'attraper, enfin te capturer, te saisir. » Pas dans le sens bizarre, juste te saisir oui. dans ce sens-là. Et je trouve que c'est des sujets qui se retrouvent dans leurs deux cinémas et je trouve que ça, c'est infiniment plus intéressant que Queer, malheureusement. Mais j'aurais aimé voir ça, quoi. Ouais, juste pour terminer, alors j'ai pas regardé le vidéoclub de Combini de Guadagnino, il est super, obviously, mais j'ai juste vu un extrait comme quoi il dit que les films gays sont les meilleurs films, et franchement je peux totalement partager son point de vue sur plein de films, mais moi je trouve que les siens, il y a une forme de, je sais pas si c'est l'opportunisme, enfin moi il y a un truc qui vraiment j'adhère pas, je trouve que tout ce qu'il fait c'est glamouriser, et je trouve qu'il y a un truc qui est pas sincère. Et je trouve ce réalisateur très surestimé et j'en suis désolée parce que Call Me By Your Name, je trouve, était un film absolument magnifique. Après, il a pas dit tous les films gays sont bons. Il a dit les films gays sont les meilleurs. Non, il a dit tous les films qui ont un intérêt ont une partie gay ou queer, et il dit queer pas dans le sens contemporain, dans le sens tordu de travers. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'il... pour le coup, je peux... Voilà, je supporte totalement. Bon, bah écoutez, on vous recommande de découvrir le premier tiers de Queer. Non, je pense qu'on vous recommande de passer votre chemin sur ce Guadagnino qui nous a qu'un tiers convaincu. On va maintenant parler du deuxième long métrage de Jesse Eisenberg en tant que réalisateur. Ça s'appelle A Real Pain. Your call has been forwarded to an automated voice messaging system. Boner. Is not available. Hey, Benji, I just got to the airport. I really hope you left already. Oh, God, you made it. What's up, cuz? I got some good shit from when we land. Wait, you're not, like, taking weed into Poland, are you? Oh, yeah. Benji? They don't give a shit about that stuff, man. I think they very much Jesse Eisenberg et Kieran Culkin sont David et Benji, deux cousins au tempérament contraire qui se retrouvent à l'occasion d'un voyage en Pologne afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère. Leur grand-mère qui est une rescapée de la Shoah. Laurent, c'est le deuxième long métrage de Jesse Eisenberg après When You're Finished Ending... Non, When You're Finished Saving the World. Saving the World, ouais, c'est ça, je crois. C'est ça, qui m'avait personnellement très peu convaincu. Que j'ai pas vu. Et que t'as pas vu. Même si j'aime bien Jesse Eisenberg d'une manière générale, je connais pas son travail de réalisateur. Et puis c'est quand même le héros pour toujours de Social Network. Tout à fait. Donc notre Mark Zuckerberg, le meilleur Mark Zuckerberg de la Terre finalement. Mieux que le vrai. Vraiment mieux que le vrai. A Real Pain, du coup, c'est un film c'est un road trip entre cousins. C'est aussi un film qui a une tonalité assez propre. Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu dis assez propre, moi je trouve que c'est finalement très Sundance, très cinéma indépendant américain. C'est totalement ironique. Très mumblecore. Hein. Est-ce qu'on peut rappeler pour nos auditeurs ce que c'est que le mumblecore ? Alors, je suis pas un spécialiste du mumblecore, c'est Rita qui sera mieux en parler que moi. C'est un genre, un sous-genre de cinéma indépendant américain dans lequel les gens parlent sans articuler. Grommel, en fait. Grommel. Alors là, il y a Grommel pas particulièrement, mais je veux dire, c'est très... Il parle très vite et beaucoup. Voilà, c'est très Woody Allen, en fait. C'est ça. C'est évidemment très inspiré de Woody Allen, ça c'est clair. Et en fait, on sent assez vite dans le film que il va pas se passer grand chose, que ça va pas forcément être hyper intéressant, qu'on va caler des scènes un peu les unes après les autres pour essayer de faire un portrait psychologique des personnages qu'on a mis dedans, parce qu'en fait, l'objectif du film, c'est un film d'acteurs, très clairement, et c'est de construire des rôles pour ces acteurs. C'est Jesse Eisenberg qui réalise, c'est lui aussi qui écrit le scénario, c'est Emma Stone qui produit le film. Et Kieran Culkin qu'on connaît notamment pour Succession, puisque c'est Roman. Notamment pour Succession, aussi dans Scott Pilgrim vs. The World, et qui joue d'ailleurs un rôle dans le film qui a révélé son frère dans Maman, j'ai raté l'avion. Il joue un tout petit rôle dans Maman, j'ai raté l'avion. Il a des grosses lunettes et il a genre 5 ans. Et c'est comment dire, c'est voilà, en fait, pour moi, c'est complètement attendu. C'est-à-dire que c'est vraiment ce type de cinéma indépendant américain. On sait ce qu'on va voir. C'est un peu doux amer. Il y a des moments un peu tristes. Il y a des moments assez touchants. Il y a un truc parfois un peu drôle. Les situations sont un peu loufoques parce que les personnages en font un peu des caisses. Mais il y a en même temps un peu de sincérité. Enfin, en fait, c'est pour moi un truc hyper programmatique et complètement attendu, où il se passe pas grand chose de très intéressant. Jesse Eisenberg est pas un mauvais réalisateur en soi, parce que je trouve pas que le film soit moche, loin de là. Mais bon, c'est pas forcément sa force première. Après, je trouve que c'est très bien interprété. Je trouve que la manière dont ils ont construit les personnages est plutôt assez bien faite, parce que on passe un petit peu à chaque fois, notamment sur le personnage de Kieran Culkin, on passe un peu de l'énervement au fait d'être touché. Enfin, on arrive quand même il arrive à instaurer comme ça une espèce de suspense presque autour de ce personnage. C'est comment dire, c'est
pas mal fait, c'est un peu amusant, c'est très anecdotique quand même. Voilà, bon, si les gens aiment bien ce genre de film, je comprends un peu l'intérêt d'aller voir ce truc, mais je recommanderais pas forcément, quoi. Rita, t'as été beaucoup plus emballée que Laurent par Real Pain. Oui, je tousse en même temps que je parle. Sincèrement, oui. En fait, pendant le film, je me faisais la réflexion que c'est le genre de cinéma où normalement on devrait en avoir une dizaine par an, des films comme ça américains qui ont été financés pour pas grand-chose avec 1 ou 2 grands acteurs dedans, et que normalement ça devrait être la course à lequel est le mieux pour aller aux Oscars. Mais de fait, vu qu'on n'a plus trop ce genre de cinéma aujourd'hui, quand on en a un qui est plutôt pas mal, il se retrouve à aller aux Oscars. Et aussi, il se retrouve que moi, je passe un excellent moment devant et je le survends sûrement au vu de la qualité du film, parce que moi, j'ai effectivement passé un super moment, j'ai beaucoup ri. J'ai l'impression que ça a été financé par l'Office du tourisme de la Pologne. Bizarrement, parce qu'ils sont quand même là pour faire un espèce de road trip autour de la Shoah, mais c'est très beau. Moi, déjà, c'est rare que les Américains filment la Pologne avec du soleil. Généralement, il fait gris quand ils sont du côté de l'ancien bloc soviétique. En tout cas... Non, mais sincèrement, voilà, pas pour faire ma boumeuse, mais j'aimerais bien qu'on revienne au temps où on avait plein de films comme ça chaque année. C'est un film sur la famille à travers le road trip, on va en reparler. C'est un genre que j'aime vraiment beaucoup, où les conflits ressortent, où les tensions s'exacerbent. Et là, on a des cousins. Je trouve ça intéressant que ce soit des cousins parce que c'est pas des frères, donc on sent qu'il y a une distance qui existait et qu'à un moment ils ont été très proches, mais que vu que c'est pas son frère, ils ont pu s'éloigner. Enfin voilà, c'est un film à l'échelle d'un lien fraternel sur une semaine, mais qui porte 80 ans d'histoire derrière et de traumatisme intergénérationnel presque. Donc j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça sans conséquences, effectivement, sans grande conséquence sur l'histoire du cinéma mondial, quoi, mais en même temps j'ai passé un super moment et je pense qu'ils ont pas volé la nomination de Kieran Culkin, il l'a pas volé. Maintenant en scénario, effectivement, ça raconte pas énormément de choses, je pense mais c'est très bien dialogué et pour une fois on récompense peut-être un bon dialoguiste / une comédie familiale, et ça fait longtemps. Je pense que Kieran Culkin est un très bon acteur et qui mériterait d'avoir un meilleur rôle que ça pour être oscarisé. Enfin, c'est-à-dire dans le sens où je pense c'est jamais comme ça aux Oscars. Bah ouais, c'est un peu le problème. Mais bon. Et après, je te rejoins pas complètement sur le fait qu'on récompense jamais les dialoguistes. Moi, j'ai l'impression que les gens comprennent le scénario les prix par le sujet ou les dialogues, alors qu'il y a quand même un travail de structure, de création de personnages et qui est un peu plus que ça. Et typiquement, voilà. Alban. T'allais cracher sur Sorkin. Quoi ? T'allais cracher sur mais pas du tout. Sorkin, il sait structurer un film au-delà de le dialoguer. Fais attention. Mais je te connais. De toute façon, menace maintenant. On va. En plus, je sais pas, j'ai absolument rien violent contre et gratuit Sorkin, ce soir. Je sais pas pourquoi. Qui est le scénariste de Chaîne Noire dont on parlait à l'instant. Alban, tu as les bras croisés. Je sens que tu es dans l'équipe de Laurent sur Real Pain. T'as trouvé ça anecdotique, mais pas plaisant. Ouais, mais exactement. C'est-à-dire que, effectivement, je trouve ça anecdotique. Je vous rejoins absolument sur tout ce que vous venez de dire. À l'inverse, que moi, j'ai pas passé un bon moment. C'est-à-dire que je me suis terriblement ennuyé, et je me suis ennuyé parce qu'en fait, le film n'essaie pas d'être un film uniquement léger. Le film soulève quand même des questions, se prend quand même beaucoup au sérieux sur certains points. Le film essaie de raconter une sorte de douleur, de peine que les acteurs, enfin, en tout cas, que cette génération-là, des petits enfants qui ont perdu leurs grands-parents ou pas, ou qui ont été rescapés de la Shoah, portent en eux, ou alors engagent une responsabilité par rapport à ce poids de l'histoire-là. Je trouve qu'en fait, c'est ni fait ni à faire, que c'est mal dit, que c'est problématique. Non, moi, honnêtement, moi, je trouve que le film traite très peu de ces sujets-là, alors qu'il essaye de les prendre à bras-le-corps. Je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, je suis d'accord, c'est des 2 bons acteurs. Je trouve que ils interprètent bien leur rôle, mais les personnages sont très mal écrits, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune évolution. Tu les vois, tu comprends tout de suite que lui est un gars qui essaye d'être fun et tout ça, mais qui porte en lui une blessure. L'autre, on comprend qu'il est un peu frustré dans sa vie, mais les personnages n'évoluent jamais. Et je trouve qu'en fait, tu te fais chier avec les mêmes blagues pendant 1h29 sur des 2 personnages où les blagues c'est toujours du même ressort, c'est qu'on va rigoler en fait de la timidité de Jesse Eisenberg, et à l'inverse de cette manière qu'il a d'être un petit peu bipolaire, l'autre acteur, mais c'est pas vraiment drôle. Les seuls moments où ça m'a vraiment fait marrer, c'est quand c'est complètement stupide, qu'ils sont défoncés dans une chambre d'hôtel, qui regardent la télé, qu'à la fin on voit qu'ils sont sur la page d'accueil de l'hôtel, tu vois. Ça c'est vraiment mon type d'humour. Mais sinon, voilà, je trouve, enfin, quand je dis problématique, c'est peut-être, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais simplement je pense pas que ça soit un film uniquement léger, qui se prend pas du tout, et qui soit uniquement un film d'acteur. Ce que tu trouves problématique, c'est la différence entre le sujet et la légèreté avec laquelle elle est traitée, et presque évacue le sujet. Non, je pense pas qu'il essaie de traiter son sujet de manière légère, justement. Je pense qu'il essaie de nous faire passer des choses, mais simplement le discours, la sauce ne prend absolument jamais parce que c'est mal écrit. Moi, je suis assez d'accord. Enfin, là où pour le coup je te rejoins, c'est que en effet, il y a beaucoup de moments de dialogue très explicatifs et très lourdingues sur la théorie, tu vois, presque de ce que c'est que d'avoir de la douleur et pourquoi c'est important pour
résister, machin. Et ça, en fait, mais je trouve qu'il faut le prendre en fait enfin pour moi, je l'ai pris un peu par le biais des personnages qui eux-mêmes en fait sont un peu ridicules quand ils en parlent et qu'en fait eux-mêmes se prennent très au sérieux quand ils font ce genre de réflexion, alors qu'en fait ce qu'ils disent est pas forcément très intéressant. Je pense pas que que le film ait ce recul-là sur ces personnages. Alors, j'en sais rien, peut-être pas. Est-ce qu'on peut avoir l'avis de Manon sur Real Pain? Non, mais c'est intéressant ce que moi j'ai passé un super moment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, mais c'est intéressant ce que vous dites où moi je trouve qu'il y a quand même un point de vue, enfin c'est une façon de traiter la mémoire de la Shoah et tout, je trouve que dans le cinéma est quand même américain en tout cas est quand même assez inédit. Et quand tu dis qu'en fait ils se prennent au sérieux alors que leurs questionnements sont pas vraiment sérieux, je trouve que c'est super bien illustré par un moment où ils se questionnent sur est-ce qu'on peut aller dans un ancien camp de concentration en train en première classe ou en deuxième classe, enfin comment on voyage dans ce train et tout. Enfin moi je trouve que c'est quand même un pas de côté assez alors effectivement, ça raconte peut-être pas grand-chose, mais je trouve que c'est une façon de le traiter que moi, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas du tout à ce genre de film de la part de Jesse Eisenberg, qui, je trouve, est un bon auteur de tragicomédie et aussi un bon interprète de comédie. Enfin, on le savait, il en a fait quelques-unes, mais je trouve qu'il devrait en faire plus parce qu'il a vraiment un timing comique qui est très cool. Et moi, j'aime beaucoup le personnage de Kieran Culkin parce que je trouve que justement, je crois que tu le disais un peu, Laurent, c'est tout repose sur un peu comment il va réagir. Enfin, tu vois, je trouve qu'il est vraiment tout et son contraire tout le temps. Il est insupportable et en même temps, il est hyper empathique avec plein de gens. Il est hyper grossier, en même temps, il est assez sage sur certains sujets. Et moi, j'étais toujours un peu dans une espèce d'angoisse de comment il va réagir. Et je trouve que c'est vraiment le vrai fuel de ce film-là qui se construit vraiment autour de lui. Et c'est en plus, effectivement, un bon interprète. Et comme, en fait, il y a des choses... chacun a dit des trucs que je trouve très justes, notamment Rita, sur le fait que c'est assez rare qu'on voit des cousins en fait au cinéma. Ça repose souvent sur des fratries, sur des familles, notamment dans les comédies juives new-yorkaises comme ça, avec des gens un peu inadaptés. Je trouve que la relation entre des cousins et comment elle a évolué vis-à-vis de leur grand-mère et tout, c'est quelque chose qui est assez peu traité. Et dans The Bear. J'ai trouvé ça... Ouais, c'est dans vrai. The Bear, ouais, effectivement. Ouais, t'as raison. Mais je suis d'accord, c'est rare. C'est rare et j'ai aimé ça, moi. Bah moi je voulais juste simplement revenir sur un petit aspect du film qui est quand même important, c'est toute la veine un peu buddy movie où ils sont censés bien s'entendre exactement parce que le film quand même est vendu comme ça et il y a des fois où ça fonctionne très bien. Simplement je trouve que là où ça pêche justement sur ce sujet-là, c'est que on est quasiment dès la première scène pris en otage par une forme de mélancolie du personnage qui est, j'ai oublié le nom de l'acteur à chaque fois. Kieran Culkin, où tu te dis en fait c'est tout de suite trop fort, ce qui fait que, en tout cas pour ma part, je suis complètement sorti du film et ça m'a avant même d'y rentrer. Non mais ça m'a mis à distance du personnage en disant il peut pas mettre tout d'un coup comme ça, tu vois. Il y a pas d'entrée en matière, tu comprends pas le personnage, tu sais pas qui il est, finalement tu t'en fiches un peu et en fait je trouve que c'est un petit peu je pense que j'aurais préféré, en tout cas, enfin c'est mon avis, tu vois, ça n'engage que moi, mais j'aurais préféré peut-être qu'on m'assène pas tout de suite de paroles ou de larmes qu'on devine à travers les yeux. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment comme une prise d'otage. J'ai trouvé ça gênant en fait. Non, moi j'ai pas grand chose à rajouter. Je trouve que en fait ça t'adhère pas au truc, mais je trouve que c'est pas pour ça qu'en fait le personnage est mal écrit et que ce qu'il fait n'a pas de sens. Que en fait il est très ricain en fait et qu'il a une approche vachement américaine des relations avec les gens qu'il connaît pas. Moi je trouve que c'est un Roman Roy plus nuancé. Et Roman Roy, son personnage dans Succession. Ouais. En fait c'est le même genre mais plus nuancé. Et que en fait genre cette espèce d'amitié immédiate avec des gens que tu connais pas où il en fait des caisses et tout. Moi c'est une façon de faire qui est très américaine en fait. Il y a des Américains qui se comportent comme ça. Nous en Europe on a beaucoup plus de mal et donc c'est vrai que dans un contexte américain ça me surprend moins. Je comprends un peu ce que tu dis mais ça m'étonne. Enfin je trouve pas que c'est mal pensé pour son personnage en tout cas. C'est pas ça qui m'a gêné par ailleurs mais c'est pas bref. le film globalement c'était pas ton film. Qu'est-ce qu'on dit pour ce Real Pain? Est-ce qu'on le recommande? Manon et Rita, vous êtes en train de dire oui. Alban et il est pas Laurent long, peut déjà, plus mesurer. Non mais je suis pas énervé contre le film, je suis vraiment anecdotique mais oui. Voilà, bon écoutez, voilà, c'est anecdotique, plaisant ou pas plaisant. On vous laisse vous faire un avis et nous dire en commentaire comment vous avez ressenti ce Real Pain. Mais du coup c'est hyper bizarre parce que j'ai l'impression de leur dire comment ils ont ressenti une grosse douleur, ce qui globalement est pas très bon signe. On profite de ce film pour faire un focus sur le road trip. Petit jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça.
Je rigole parce que Alban, t'as l'air dépité mais au dernier degré. Et pourtant, c'est à toi que je donne la parole, notre docteur Alban, pour nous parler avec beaucoup plus évidemment d'entrain et de plaisir du genre du road trip. Mais tout à fait. Si tu veux. Allez. Non, effectivement, je vais ouvrir un petit peu ce focus sur le road movie, pas le road. Oui, le road. Le road movie, t'as raison. Oui. Je sais pas pourquoi je l'appelle le road trip, mais le road movie. Bien sûr, en tant que genre, parce qu'il y a effectivement des films où ça voyage avant les années 60 aux États-Unis, mais c'est vraiment dans les années 60 aux États-Unis, durant une forte période de contestation sociale de toute une partie de la jeunesse américaine, que le road movie va naître. Donc c'est quand même le fruit d'une idéologie contestataire, notamment sur la guerre du Vietnam, sur la question noire aux États-Unis, etc. C'est vraiment des films qui vont être en prise avec ces questionnements-là. Ce qui est intéressant aussi sur le road movie, c'est que à la fois il est le fruit de cette idéologie et en même temps il est complètement, il exploite un filon assez traditionnel et il fait même il participe au mythe de l'Amérique, des grands espaces, etc. Donc c'est assez ambivalent à ce niveau-là. Ça apparaît dans les années 60, 65, ça continue 70, 80, 90. C'est un petit peu après ou juste après, on en parlait tout à l'heure, la Beat Generation, donc ce qui a ouvert la voie avec Kerouac, avec William S. Burroughs, etc. Même si on est plus sur Kerouac, où il y a vraiment cette idée de, non pas de voyager, de partir, c'est vraiment une fuite ou une errance en fait liée à ces films qui mettent en scène des personnages qui sont à la fois contre la société et qui essayent de fuir cette société-là en essayant de construire un avenir, on va dire, meilleur. Et on a toute une flopée de films assez connus, je vais pas tous les citer, donc on a Easy Rider forcément de Dennis Hopper, on a Bonnie and Clyde dans une certaine mesure aussi, d'Arthur Certains Penn. disent que c'est le film qui a inventé le road movie d'ailleurs. Je l'ai lu ici et là. D'ailleurs, il y avait je crois que c'est la Cinémathèque française. Non, mais c'est pas juste. C'est pour ça que tu étais là. C'est pas juste historiquement, mais il y a des gens qui considèrent que c'est vraiment le film qui a un peu théorisé le. Peut-être en voiture, parce que moi, il y a quand même. Pardon. Non, mais il y a New York, Miami. Ça, c'est 1935. 1934, oui. Ouais. Mais tu peux avoir un film précurseur d'un genre qui a pas encore totalement sa grammaire. Parce qu'en fait, avant aussi, enfin, je veux dire, avant la Seconde Guerre mondiale, avant les années 60, il y avait toute une sorte de tradition de film, bien sûr, qui est liée au western, mais sur, on va dire, le film de voyage. Et donc, du coup, on a des films, effectivement, où ça voyage bien avant les années 60, mais il y avait quand même la dimension contestataire en moins, alors que dans Bonnie and Clyde, on retrouve quand même, en tout cas, enfin, dans le film d'Arthur Penn, cette vibe-là de partir pour Bonnie and Clyde pour échapper aussi à la police, mais pour essayer de construire quelque chose d'autre, quoi. Ensuite, on a vraiment les années 70-80 où on a quand même à part Easy Rider, etc., des films un petit peu plus connus avec Les gens de la pluie de Coppola. On va voir aussi, attendez, je me suis complètement parlé, La balade sauvage de Terrence Malick et Alice n'est plus ici de Scorsese. Et ensuite, on va voir bien sûr Paris, Texas, mais on va en parler, je pense, durant le focus. Donc voilà, c'est vraiment un genre qui naît précisément aux États-Unis, qui a quand même des répercussions, notamment en France. Pierrot le Fou, par exemple, sur le film un petit peu de road movie. En tout cas, on quitte un espace très cloisonné pour essayer de trouver un échappatoire ailleurs. Les films de la Nouvelle Vague peuvent être inspirés comme ils ont été inspirés de Bonnie and Clyde. Et j'allais dire, les films de la Nouvelle Vague sont de manière générale inspirés de ce qui se fait à l'époque dans le cinéma américain. Donc, en tout cas, tous ces films on va voir plus Godard de début de la Nouvelle Vague sont inspirés de ces films-là, en tout cas. Laurent, c'est un genre qui comporte des difficultés, notamment en termes de scénario. Ouais. En fait, pas seulement en termes de scénario, presque même, je dirais, en termes de définition du genre. C'est-à-dire que c'est assez difficile à cerner parce qu'il y en a plein et qu'il y a une énorme diversité, en fait, dans les différents types de road movie. On peut, par exemple, il y a des films vraiment d'errance, comme tu l'as dit, Easy Rider, il y a des films de cavale, on peut penser à Thelma et Louise, par exemple. Il y a même des films d'horreur, Boulevard de la Mort, dans le fond, c'est un road movie. Il y a des post-apo, Mad Max, c'est un road movie. Il y a des films d'action, suspense, genre Le Salaire de la Peur. Le Salaire de la Peur, c'est globalement un road movie. Même des films de guerre, Un taxi pour Tobruk, 1917, c'est des road movies. Enfin, 1917, c'est un peu plus discutable. Mais Civil War, par exemple, c'est un road movie de guerre. Civil War,
savoir si tu parles du dernier film d'Alex Garland, qui est sorti l'année dernière. Y a des et récits... non pas de Captain America. Et il y a des récits initiatiques finalement très inspirés de l'Iliade et l'Odyssée, avec O Brother. Même des comédies, La Grande Vadrouille, c'est une sorte de road movie. Ou alors mon petit préféré, Eurotrip, un film américain dont on reparlera peut-être avec Yuri. Et voilà, je suis sûr qu'en cherchant, en fait, on peut trouver des westerns, qu'on peut trouver de la SF, qu'il y a des films d'auteurs français qui sont des road movies, qu'on peut trouver des films de gangsters, etc. On pourrait même considérer que certains films de voyage dans le temps, en fait, sont des espèces de road movies où on se déplace dans le temps et pas dans l'espace. Et en fait, d'ailleurs, il y a même certaines caractéristiques communes qu'on va détailler ensuite, mais Retour vers le futur, ils utilisent une voiture. Alors dans Retour vers le futur, moi je pensais plutôt à des trucs beaucoup plus débiles comme Bill & Ted Excellent Adventures. Bref, des trucs où on va voyager dans le temps de manière Retour vers le futur, claire. pour le coup, c'est à part qu'ils utilisent une voiture, c'est vraiment pas un road movie, c'est toujours la même putain de ville. Pour le coup, c'est pas vraiment un road movie. Et donc voilà, en fait, c'est assez difficile de caractériser le road movie vraiment comme un genre en soi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de genres différents qui se l'approprient. Et en fait, ça a du sens parce que le road movie, c'est quand même une manière très simple de créer de l'action. Si tu fais circuler ton protagoniste, c'est vraiment en fait la manière la plus simple pour qu'il lui arrive des bricoles, donc qu'il y ait des conflits, donc qu'il se passe quelque chose dans le film. En principe, on peut pas faire un film dans lequel il ne passe rien, même si bon, malheureusement, il y en a qui s'y acharnent, mais en général, quand même, on essaye de faire qu'il se passe des choses. Et en fait, quand on fait bouger ces personnages, on les sort de leur zone de confort, et on leur fait vivre des aventures. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en matière de théorie d'écriture ou d'analyse de mythes, en fait, on parle du voyage du héros, et par principe, en fait, le héros voyage pour vivre une aventure qui va le transformer son environnement de départ. Et le road movie, en fait, ça s'y prête vraiment très bien à ce schéma. Et ça permet d'ailleurs de mettre ces personnages dans des environnements très inattendus. Tu l'as dit, filmer les grands espaces américains, et en fait, ça sert non seulement à les mettre en danger, ça permet aussi de changer d'espace, ce qui, comme tu l'as dit, a un intérêt cinématographique certain, parce que ça apporte des belles images, etc., et de la variété, et que, dans le fond, si on peut mettre les personnages dans des environnements cinématographiques, ça ne mange pas de pain. Mais surtout, en fait, ça permet d'introduire du suspense et du danger pour les protagonistes, parce qu'ils vont devoir affronter des environnements qui peuvent être hostiles ou potentiellement dangereux, et donc construire, en fait, un suspense autour de ça. Et aussi parce qu'un des éléments essentiels des road movies, c'est que ça permet de mettre en scène une grande variété de personnages qui font un peu en général le sel de ce film, enfin de ce genre de film, parce que en fait ces personnages nouveaux vont amener nécessairement des situations qui sont inattendues, qui sont nouvelles, qui vont confronter nos protagonistes sur des choses qu'ils n'avaient pas forcément prévues à la base. Et en fait, ça fait avancer l'intrigue, ça apporte de la variété, etc. En termes de construction, en fait, c'est assez pratique. Et en fait, parce que c'est basé sur des principes très simples, où en fait, les protagonistes vont chercher quelque chose ou fuir quelque chose en général. C'est un peu les deux types de choses qui vont se passer dans des road movies. Et c'est en fait un point de départ très basique et très compréhensible pour faire une intrigue qui va pouvoir, sur laquelle on va pouvoir accoler énormément de choses. Et finalement, c'est la grande force des road movies, c'est de pouvoir, avec un canevas très simple et très efficace, broder un peu tout ce qu'on veut et construire des histoires qui vont être très très différentes sur un truc classique et commun. Ça peut aussi être une grosse faiblesse, ce truc-là, parce que typiquement quand ça va pas crescendo, tu le sens tout de suite parce que t'as l'impression que du coup ça fait très redondant en fait. Ça fait tu traverses les wagons d'un train mais c'est tous les mêmes quoi. Enfin, faut que ça aille crescendo. On parle de Real Pain, des climats. Non, mais c'est pas faux. C'est pour ça que je t'ai lancé sur un très bon défaut du film. C'est pour ça que je t'ai lancé au départ sur la difficulté, c'est que je trouve qu'il y a jamais rien de plus difficile que de faire bien quelque chose qui est simple. Et c'est vrai qu'en fait le road trip, t'as un parcours du héros mais d'une sobriété absolue par rapport à d'autres genres. Mais du coup bien le réussir, c'est pas si facile. Ouais. Et dans Thelma et Louise, Brad Pitt, le fait qu'il revienne une fois qu'on l'a quitté, fait que c'est un film qui, je trouve, c'est une des choses qui fait que c'est un film immense. Mais ça fait que c'est un bon road trip un petit peu, notamment parce que il y a ce personnage, on s'est attaché à lui et on nous le fait revenir au lieu de nous représenter un autre personnage secondaire qu'on va requitter. C'est aussi le problème, c'est que j'ai l'impression que des fois on s'attache à des personnages qu'on reverra plus. D'ailleurs, dans Real Pain, c'est un des gros défauts, c'est qu'en vrai, on développe à aucun moment les personnages qui sont autour, quoi. Il y a forcément un peu moins de suivi, et en même temps, c'est souvent une bonne manière effectivement de développer un personnage, de raconter une fuite, des conflits larvés, des relations entre des personnages. Manon. Oui, ce qui est intéressant de noter, c'est ce que disait Alban, c'est qu'en fait, le road movie, malgré son nom, en fait, c'est rarement des récits, enfin, ce n'est pas vraiment des récits de voyage, en fait, c'est plutôt des récits de personnages qui sont en fuite, qui sont en révolte, qui sont en quête. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le road movie peut souvent recouvrir des aspects de critique sociale ou politique, parce que ça, voilà, tout ça s'incarne dans des personnages qui sont en rébellion. Et la route, c'est une sorte de porte de sortie pour tout, en fait, pour ceux qui correspondent pas au carcan d'une société codifiée. Souvent, dans les road movies, d'ailleurs, ils partent et ils savent
pas franchement où ils vont ou même quand est-ce qu'ils vont revenir. Et en fait, la caractéristique majeure du road movie, je trouve que c'est plus ça que en fait finalement un voyage plus attendu. Ou alors ils savent où ils vont et finalement ils se rendent compte qu'ils n'ont pas envie d'y aller, ou il y a l'itinéraire l'un ou l'autre, change. effectivement. Ouais. Et l'autre caractéristique qui est presque contradictoire du road movie, c'est qu'il peut aussi s'apparenter au huis clos. Et je pense que c'est comme le huis clos, c'est pour ça que c'est aussi difficile à écrire et à réussir. Le voyage, il se déroule la plupart du temps dans un espace qui est clos, forcément, et qui est assez restreint. Et c'est en même temps l'élément libérateur souvent de l'intrigue, parce que la communication et la sincérité, elle devient obligatoire entre les personnages du fait, en fait, de cette proximité. Les road movies aussi, ils sont souvent en voiture, en moto, en train, mais c'est rarement en avion. Et c'est ce temps long qui est l'élément fondateur du scénario, parce que c'est lui en fait qui va permettre l'évolution des personnages. À force de se côtoyer, les protagonistes ils vont tisser différents liens d'amitié, d'estime, de haine, d'amour. Enfin, il va se passer plein de choses. Et ces relations, elles sont souvent autorisées que grâce à ce temps long qu'il faut pour voyager ensemble. Et voilà, c'est les personnages, ils vont évoluer plutôt du fait de leur conversation, et les rebondissements dans le scénario, eux, ils interviennent plutôt quand le voyage s'interrompt, quand on prend de l'essence ou voilà, qu'il y a une interruption du déplacement. C'est là qu'il y a les choses imprévisibles qui arrivent, ou d'autres personnages qui vont rentrer dans l'intrigue. Et il y a une grande place aussi qui est laissée à la parole, forcément. Donc ça permet d'aborder tout un tas de sujets, ce qui fait souvent des road movies, des films qui peuvent être sociétaux. Et quand le road movie est américain, ce qui est quand même souvent le cas, je trouve que ça devient vite une chronique... comme je disais, social ou politique, parce que souvent les personnages traversent différents États qui ont tous leur spécificité, leur couleur politique. Et je trouve que récemment, le film qui a parfaitement réuni tous ces éléments, c'est Will and Harper, le documentaire sur Will Ferrell et Harper Steele. Ah oui. Parce qu'ils ont ces conversations très intimes dans une voiture, qui est les conversations autour de la transition de genre de Harper Steele. Et en toile de fond, tu as tous les États américains les plus conservateurs qui vont défiler. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'essence du road movie. Je trouve que c'est très bien incarné dans ce film-là. Et alors, Laurent nous disait qu'effectivement, on avait un certain nombre finalement, les road movies pouvaient être des films de guerre, des films beaucoup de genres différents. Et toi, tu nous parlais des relations entre les personnages. Du coup, ça nous a donné envie de faire de parler d'un sous-genre de road movie. Focus dans le focus. Un focus dans le focus sur les road trips familiaux, Rita. C'est ça. En fait, c'est qu'en travaillant, et juste tout simplement parce que Real Pain est un road trip familial, avec deux cousins. Entre deux cousins, et ça nous a donné envie de nous intéresser à d'autres films. J'en ai choisi quelques-uns qui sont, je pense, parmi les meilleurs du genre, en fait, parce que du fait de tout ce que vous venez d'expliquer, en fait, les road movies, ça exacerbe les relations. Et qu'est-ce qui est plus intense qu'une relation familiale qui a 40 ans de passif? Pas grand-chose. Et ça m'a fait penser au premier film que j'ai vu, que j'ai identifié comme un road movie, qui était coincé dans mon lecteur DVD quand j'étais petite. Donc je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu de toute ma vie. C'est Dingo et Max. Est-ce que quelqu'un ici a vu Dingo et Max? Absolument pas. J'ai pas vu. Goofy Movie de son titre VO. Et ben, je rigole même pas avec vous. Grosse reco. Comment Florent Bernard en avait parlé dans son vidéoclub en mode le meilleur film sur une relation père-fils. Et ben, je vais pas vous mentir. Mais d'ailleurs, c'est un petit road movie quand même, le film de. Ouais, de Flaubert. Nous les Leroy, c'est vrai que c'est un road movie familial. Tout à fait. Donc Dingo et Max, et sa suite est mauvaise, mais Dingo et Max 1, c'est un film vraiment excellent sur un père et son fils qui vont en road trip, et pendant tout le road trip, le père pense qu'ils vont aller faire un truc familial qu'ils font ensemble depuis longtemps, et le fils, en fait, a dévié la route parce que c'est lui qui tenait la carte, parce qu'on est dans les années 90, et donc il n'y a pas de Google Maps, et sur la carte, en fait, il a tourné parce que lui, il veut aller à un concert qui l'intéresse. Ok. Et je vous jure que ce film m'a tendu pendant l'enfance, et j'en parle pour le mettre en lumière, et aussi parce qu'ensuite, quand j'ai découvert Darjeeling Limited, un peu plus vieille, qui est un film de Wes Anderson, qui est mon préféré de Wes Anderson, qui est... Je pense que c'est celui que j'aime le moins. Top. Où on a Jason Schwartzman, Adrien Brody et une troisième personne dont le nom m'échappe actuellement. Owen Wilson, évidemment, qui sont dans un train. L'un d'entre eux va choper une fille qui s'appelle Rita, donc ça aussi, ça avait une grosse importance pour moi quand j'étais adolescente, qui sont dans un train en Inde et qui, pareil, se cherchent psychologiquement, et on a ces trois frères qui sont pas les trois frères, lol, ces trois frères qui sont un peu en train de psychoser, en fait. C'est souvent des histoires de psychose ou de névrose que vont vivre ensemble une famille, et je pense aussi à Little Miss Sunshine. C'est chef-d'œuvre. Voilà, là on est d'accord, très bien. Little Miss Sunshine, je montais en puissance, qui est un film où en fait tout le monde va mettre de côté ses problèmes pour le bien commun de la petite fille de la famille, et je trouve que c'est peut-être le film qui pose les bases, même si c'est pas loin d'être le premier, de qu'est-ce qu'on peut faire quand on met tous les membres d'une même famille qui se parlent tout le temps mais qui se parlent jamais des vraies choses dans une pièce fermée. Et ce que tu disais sur le huis clos
Manon, c'est exactement ça. C'est que ça aurait pu être en fait une pièce de théâtre sur un dîner. Et je pense par exemple que Le Prénom, qui est un gros succès populaire français, ça aurait pu se passer dans une voiture qui relie Paris à Marseille, par exemple. C'est des situations un peu équivalentes. La différence étant que soit on fait le choix d'avoir des personnages secondaires, soit non. Et là, on retourne vraiment dans le huis clos. Soit on a envie d'avoir du mouvement, soit on a envie d'avoir effectivement un film en mobile. Oui, alors la différence entre un dîner et la voiture, c'est que quand ça explose pendant le dîner, il y a des portes qui claquent et les gens sont au bout et c'est en fait on a retenu notre respiration pendant tout le dîner et au dessert ça craque. Quand c'est en voiture, il y a un truc où ça dure beaucoup plus longtemps et au début on peut mettre de la musique, on peut ne pas parler, on peut dormir, machin. J'adore ces moments de flottement dans les road movies familiaux où on pense qu'en vrai ça va aller, qu'ils vont ne pas ressortir les problèmes qui datent d'il y a 35 ans et finissent toujours par le faire et c'est génial. Je pense aussi dans le côté plutôt comique à La famille Miller, qui est une fausse famille. Chef-d'œuvre. Voilà. J'adore ce film. Je l'ai pas vu, moi. Mais en vrai, les road movies, c'est trop bien quand c'est bien fait. Quand c'est mal fait, catastrophe. Attendez, parce que Yuri nous parle tout le temps d'un film que tout le monde confond avec les Millers, mais qui n'est pas les Millers, avec une famille aussi. Et il y a une histoire de GPS coréen dont vous n'avez pas le titre de ce film. Il faudra lui demander. C'est un. Non, Laurent va chercher. Ouais. Et en fait, les films comme les Miller, ou par exemple Logan, le film Marvel, bien sûr, qui tombe en fait pareil dans un faux film familial de road trip puique c'est un faux père et c'est Wolverine. Une relation. Alors c'est son faux père et elle a de l'ADN de Wolverine en elle. Voilà, en tout cas, ça rentre dans le truc de super héros. Mais qu'est-ce que tu dis? T'as dit j'adore cette phrase? Non, c'était bas. Alban, dès qu'on parle de Marvel, son cerveau est Dijon. Ah, t'as trouvé le film? C'est Vacation avec Chevy Chase. Oh lolo. Apparemment, déjà Vive les vacances en français. Avec Chevy Chase et John Francis Daly qu'on a vu dans Bones. Attends, mais date de quand ce film? Christina Applegate, 2015. 2015, c'est à peu près comme les Millers parce que Yuri me dit que dedans il y a une des meilleures scènes de road trip qui est effectivement le GPS qui est bloqué sur une voie coréenne qui leur parle en plus de manière extrêmement énervée, qui leur parle très mal en coréen. Mais c'est parce que pardon. Non, je voulais rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure. Mais simplement, c'est aussi, tu vois, là tu parles d'une scène en particulier. Souvent, les road movies, quand c'est des films qui deviennent très populaires, tout le monde a une scène en particulier qui lui reste parce que ça peut être une collection de vignettes et de scénettes. Si c'est raté, en fait, tu te dis, il n'y a pas de ligne directrice au film et c'est chiant. Quand c'est réussi, c'est des films qui deviennent cultes parce qu'il y a ces moments qui peuvent être réduits à 5 minutes où il se passe un truc en particulier et que ça reste. Et Will et Harper, dont tu parlais, Manon, qui est un documentaire, mais en vrai qui est structuré exactement comme un road movie. Dans Will et Harper, il y a des séquences en voiture et des séquences où ils sont assis et on voit vraiment la différence entre le mouvement et les moments où ils se posent dans une ville. Et moi, je pense à un moment où il parle de qu'est-ce que c'est que la beauté, le fait qu'on puisse accepter la beauté dans la vie, même quand on n'a pas eu la plus belle des vies. Et ça fait partie pour moi des moments cultes, tout comme dans Dingo et Max quand il choisit de dire à son père tourne à droite, ou dans Thelma et Louise quand elles reprennent Brad Pitt pour la deuxième fois, quoi. Et il y a souvent les BO, je trouve, des road movies sont souvent très marquantes parce que la radio, le poste de radio joue toujours un rôle très important, soit pour marquer en fait en fond via les infos comment on se situe dans le monde actuellement et tout ça, ou alors via la musique. Enfin, je trouve que c'est souvent un ressort scénaristique. Il y a des disputes aussi sur la musique à mettre ou ce genre de choses. Mais non, mais parce que justement, tu sais ce que tu disais sur les moments de flottement en fait dans ce genre de film, ça permet justement de filmer l'environnement qui change. C'est-à-dire que ça donne des possibilités à montrer des belles choses à l'écran, ce qui est quand même ce qui est quand même vraiment important aussi. Si on essaie de faire des films, si on fait des films sans montrer des belles choses à l'écran, on peut, mais c'est quand même plus compliqué. Donc c'est vrai que oui, ce truc-là en fait est offert par le road movie et ces moments de flottement en fait, on peut pas se les permettre dans n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans Little Miss Sunshine, un des moments de flottement, qui montre le passage du temps dans le road trip, c'est le moment où ils intercalent sur la même scène avec un montage très drôle, des moments où ils se hurlent dessus, des moments où personne ne parle, puis ils se hurlent dessus, puis ensuite plus personne ne parle, et je trouve ça trop drôle parce que ça te montre effectivement tout le monde qui a fait un road trip avec ses parents, il y a un moment où les parents se disputent, puis ça se calme, puis ensuite les enfants se disputent, ça se calme, puis un parent avec un des enfants et ça se calme. Mais effectivement, sur la gestion du temps, je m'étais fait la réflexion. Alors, c'est pas un très bon film avec le recul, mais quand j'ai vu Into the Wild, je sais plus au fin collège, je pense, je m'étais fait la réflexion aussi que dans cette gestion du temps, c'est les road movies, ça fait partie des films dans lesquels on peut pas cacher le jour et la nuit. C'est-à-dire que comme on est très peu en intérieur, on a toujours les nuits, des nuits qui durent, le lever du soleil, etc. Et que ça, en fait, je trouve que ça a une vraie influence sur notre notion du temps, nous, en tant que spectateurs. Quand, au contraire, je trouve les huis clos ont quelque chose de de quasiment de dilatation du temps assez souvent. Pour conclure ce focus, j'ai assez envie de vous demander quel est votre road trip préféré.
Vous battez pas, hein? Moi, c'est vraiment un genre que j'adore au cinéma. Donc, j'ai les gros classiques, mais qui sont aussi parmi mes films préférés, genre Paris, Texas et Thelma et Louise. Quand j'étais ado, j'avais phasé sur Away We Go de Sam Mendes avec Maya Rudolph et John Krasinski, qui est trop bien. Et j'ai récemment découvert Crossroad avec Britney Spears. C'est un super road movie, féminin, féministe, hyper cool. Et après, il y a les classiques American Honey, La balade sauvage dont tu parlais, qui est vraiment bien aussi. Voilà. Rita moi, je vous ai dit, c'est Dingo et Max, puis Thelma et Louise. Hein. Mais par contre, j'aimerais juste... Il y a un film... je l'ai oublié. On te laisse le temps de retrouver. Alban alors moi, très classique, enfin, je vais pas dire, bien sûr, il y a les classiques Little Miss Sunshine que tout le monde a adoré, que j'ai adoré. Ouais. Moi, je me souviens que fin lycée, début de la fac, j'avais été matrixé par un film qui est un road movie de Jim Jarmusch qui s'appelle The Limits of Control, où on suit Isaac de Bancolé qui fait un voyage en Espagne et qui rencontre des personnages. Enfin voilà, ce film est génial. Il est trop fort, Jim Jarmusch, en road movie. D'ailleurs, il a fait énormément de road movies, Stranger Than Paradise, Deadman. Et j'ai envie de vous parler parce que je suis obligé, c'est une petite dédicace à Félix, d'un film qui s'appelle Pas de repos pour les braves d'Alain Guiraudy, qui est un road movie français dans les régions où habite Guiraudy. J'ai oublié où c'est peut-être en Lozère, on sait rien. Bref, je sais plus d'où il vient Guiraudy. non, je sais plus. Bref, et en vrai c'est génialissime. Tu suis un mec on sait pas s'il rêve ou s'il est dans la vraie vie. Bref, c'est regarder Pas de repos pour les braves d'Alain Guiraudy, un de ses premiers longs métrages. Il y a aussi Comme un avion de de Podalides, qui est trop bien, génial, dans un kayak. Moi, je me suis juste souvenu que c'était Queen and Slim, le film dont je voulais vous parler, qui était sorti, mais le pauvre, genre le 10 mars 2020, quoi. Trop bien, c'est globalement un Thelma et Louise un peu plus queer et un peu plus dangereux parfois, et c'était vraiment trop bien avec une très belle photographie. Je crois que c'est Melina Matsoukas, la réalisatrice. Ouais, mais ça avait été nommé aux Oscars, non? Non, le film avait vraiment fait aucun retentissement, mais c'est voilà pour mettre en valeur un truc un peu moins. Guiraudy est originaire d'Aveyron. Bah oui, c'est l'Aveyron, mais c'est pas loin de la Lozère, non? C'est pas très loin de la Lozère. Laurent. Ça dépend des coins de l'Aveyron. Moi, en fait, je pense que je vais ressortir. J'ai parlé du Salaire de la peur tout à l'heure, mais je pense que je vais sortir Sorcerer de Friedkin. Mais oui. Qui est quand même un excellent. Non, mais pardon, mais moi j'adore ce film. Qui est quand même un excellent film. Moque-toi. Et qui est un très bon road movie. En vrai, je vais sortir aussi, parce que je l'ai cité tout à l'heure et que j'y avais pas pensé à la base, mais je vais sortir aussi La Grande Vadrouille, qui est un énorme chef-d'œuvre. Et non, je vais vous reparler aussi de Eurotrip, ce film obscur et scandaleux de teen movie, road movie, interdit. Je sais même pas s'il est vraiment sorti en salle aux États-Unis. Non, c'est ça, exactement. Je sais même pas s'il est sorti en salle aux États-Unis, alors en version censurée, parce que en vrai, c'est un film assez scande. On en reparlera un jour peut-être dans une carte blanche, peut-être une carte blanche commune avec Yuri. On sait jamais, ce serait fou. Ce serait une nouveauté. On n'a pas mentionné Duel de Spielberg. Toi, Elisabeth, c'est quoi tes road movies quand même? Ah oui, quand même. Moi, j'aurais dit Sorcerer, j'aurais dit Mad Max Fury Road, et je me posais la question, est-ce que La Guerre des Mondes, c'est un road trip? Oui, hein. Celui de Spielberg, là, c'est ouais. Je me rappelle pas super bien. Avec Tom Cruise. Ouais. On se balade quand même un peu à travers les États-Unis. Je sais pas si ça peut compter. Je sais pas. Ça se discute. Mais par contre, je voulais mentionner un film que j'apprécie pas particulièrement, mais je voulais savoir si d'autres gens l'avaient vu, ce qui m'a un peu traumatisé. Quelqu'un a vu Hitch ou pas? Un film avec genre Hitch coach en séduction. Non. Parce que celui-là, je l'ai vu plusieurs fois par contre. Celui-là, je l'ai vu, c'est pas dingue. Et c'est pas un road movie. Non, un film qui s'appelle Hitch aussi. Et dedans, il y a C. Thomas Howell, si vous voyez cet acteur. Bref. Ok, j'ai l'impression de carte blanche. Le ton avec lequel t'as dit acteur, c'était tellement dédaigneux. Mais c'est le héros de The Outsiders de Coppola. Bon, bref. Et en gros, il joue un étudiant qui fait du stop et il monte dans la voiture d'un serial killer. Ah, mais si, j'ai vu ce film. Mais par contre, il y a eu un remake avec Sophia Bush, l'actrice des frères Scott. Je parle pas de cette version. Moi, je parle vraiment de la première version des années 80. Non, mais ça, c'est le film qui a fait que les gens n'ont plus fait de stop pendant des décennies après. Il a traumatisé des gens. On l'avait mis sur France Télévisions et pour parler ça. Ah, donc j'ai pas inventé ce film. Et donc, le film, c'est Hitcher, vraiment. 1986. Pardon, et pas Hitch. Hyper flippant. Hitcher. Et ça fait trop bader. Il est dans la voiture avec du coup un serial killer. Et en plus, il y a vraiment une espèce de tension très bizarre entre les deux. Oui, Alban. Est-ce qu'on peut dire que le film Emek Eloumakas, c'est un road movie ou pas? Bien sûr, parce que ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, je te l'accorde. Emek Eloumakas, c'est très grosse qualité. Ça, c'est accordé. Par contre, on n'est pas sûr pour La Guerre des Mondes. Stoner movie, buddy movie. C'est comme les Harold and Kumar, Ghost White Castle, quoi. Enfin, c'est même genre de conneries, mais. Comme on a perdu tout le monde là. On a perdu tout le monde. Là, on rentre dans les deep cuts. Vraiment les comédies américaines sombres. On va vous retrouver avec la saison 3 de White Lotus, toujours créée par Mike White. สวัสดีค่ะ
Welcome to the White Lotus in Thailand ค่ะ I'm on an exchange program. I'm starting to feel like something good's gonna come out of this. Stress management meditation. Yeah, you need this. Gluten-free rice and coconut balls? What are we at a fucking fat farm? Je viens de vivre une épiphanie, ça s'appelle White Lotus et le créateur il s'appelle Mac White et j'étais jamais fait la même réflexion qu'en disant les deux aussi rapprochés et du coup je trouve ça hyper drôle. White Lotus c'est donc la 3e saison, la première saison se passait à Hawaï. Oui, t'as dit Miami dans l'intro. C'est complètement Hawaï. C'est passé à Hawaï. La 2e, je viens de me rendre compte. La 2e saison se passait à Taormine en Sicile et la 3e saison se passe en Thaïlande. Qu'est-ce qu'on peut en dire globalement ? C'est le même concept. Enfin, on est dans un autre hôtel de cette chaîne. On retrouve Belinda. La masseuse de la première saison. Plus de Tania, en revanche, le personnage commun entre les saisons 1 et 2. Et on a un nouveau lot, voilà, de vacanciers tous riches. On a une famille texane, voilà, les parents et 3 enfants. On a 3 amies texanes, elles aussi, vraiment une espèce de brochette de blondes, parmi lesquelles il y en a une qui est une actrice connue. Et puis on a un couple avec un homme un peu louche et sa femme beaucoup plus jeune. Évidemment, gros casting. Je sais pas si on en cite certains, mais bon, on peut dire, oui, allez, Charlotte Lebon notamment, qui est pas du tout le personnage principal. Non, mais j'avais pas les. Mais il y a Carrie Coon, le père de Walter Malfoy dans Walter Higgins. Je vais retrouver les autres noms là. Emily Wood, qui est l'actrice de Sex Education et Patrick Schwarzenegger aussi. Le fils donc de Arnold Schwarzenegger. Rita, on a vu les 2 premiers épisodes de cette nouvelle saison. Qu'est-ce qu'elle vaut jusqu'ici ? Eh ben, je trouve ça vachement intéressant. Comme tu le disais, on prend les mêmes, enfin on prend pas les mêmes et on recommence parce que c'est exactement le même concept. On va envoyer des riches extrêmement riches et extrêmement déviants dans un hôtel. Je trouve ça intéressant parce que en vrai, White Lotus, ça questionne le fait que plus tu deviens riche, mais dans des degrés débiles. Plus tout ce qui t'intéresse, c'est de ne pas être en contact avec autre chose que des gens qui sont aussi riches que toi. Et donc, ça te rend perméable à toute notion d'être humain correctement avec un autre humain. Genre, c'est des gens qui sont vraiment socialement inadaptés. Et je trouve ça trop intéressant d'en faire une série où, effectivement, c'est méchant avec eux. Il leur arrive souvent des merdes, et même physiquement, on va dire. Là, en fait, ça commence, on sait qu'il va y avoir une fusillade et comme toutes les saisons, il y a toujours un mort à la fin. Et on sait jamais qui c'est. Et alors moi, j'aimerais juste revenir sur la structure de White Lotus parce que là, c'est quand même la 3e fois. C'est, pour rappel, Mike White, si vous savez pas, il a fait Survivor, donc l'équivalent de Koh-Lanta aux États-Unis il y a 15 ans. Et en fait, c'était son rêve dans la vie de le faire. Et c'est tellement son rêve que depuis, dans les 3 saisons de White Lotus, il y a des gens qui étaient dans sa saison de Koh-Lanta qui jouent dedans des personnages un peu secondaires. Ce que je trouve assez marrant. Et en fait, quand tu vois que c'est quelqu'un qui vient de la télé-réalité pas expérimentale, mais du corps, je veux dire, oui, non, mais d'un truc corps, pas expérimental dans ce sens-là. Non, mais dans le sens où tu vas faire une aventure. Voilà, d'aventure. Et ben, je trouve que ça colle parfaitement parce que Koh-Lanta, non, White Lotus, c'est structuré exactement comme une télé-réalité où il y a un setup avec un mort où on va essayer de deviner qui c'est pendant toute la saison et pendant toute la saison, on va voir qui va trahir qui va coucher avec qui va être le plus déviant et on va nous surexpliquer certaines choses et ça, je sais que ça plaît moins forcément, mais moi je trouve ça, par exemple, on a une intrigue avec de l'inceste qui se profile, ce qui est drôle parce qu'il y avait déjà ça dans la saison précédente, mais pas pousser les curseurs jusqu'au bout. Dans la saison précédente, pour moi, ils se faisaient passer pour un oncle et un neveu, et en réalité, ils sont pas un oncle et neveu, ils couchent ensemble. Ils testaient là. Mais moi, je trouve ça drôle que là, effectivement, on peut du coup citer la scène. On a 2 frères qui dorment dans la même chambre et le petit frère regarde le cul de son grand frère partir se masturber. Mais même plus que ça. Enfin, il y a beaucoup. En fait, on te montre les mécaniques. Quand même. Non, mais on te montre les mécaniques de l'inceste s'installer. D'abord par le dialogue, l'un qui teste l'autre en disant des trucs un peu chelous, puis ensuite, et je pense que les curseurs vont être poussés à mon avis jusqu'au bout pendant la saison. Mais tout ça, c'est pour juste dire que, en fait, on le comprend par le sous-texte directement qu'il y a un truc chelou entre ses 2 frères. Et ensuite, on nous le montre explicitement. Et ensuite, ils vont même le dire très très explicitement. Et pour moi, ça relève presque des codes de la télé-réalité où on va d'abord voir 2 personnes se rapprocher pendant un bout de saison, puis ensuite ils vont se parler. Je dis ça comme si je regardais beaucoup de télé-réalité, pas du tout, à part peut-être la Starac. Mais là, je trouve que vu que j'en regarde pas beaucoup et que là c'est quand même vachement bien écrit parce que c'est scénarisé, enfin c'est pas de la télé-réalité quoi. Il y a un truc qui fait que je suis extrêmement divertie et je rigole tout du long et je suis surtout
tellement gênée. Et j'adore les actrices, ouais. des actrices qui sont souvent cantonnées soit à de la série, soit à Broadway, soit à genre des films très très indés comme Parker Posey ou Carrie Coon. Je suis absolument contente de les voir là être, je dirais un mot en anglais, et c'est pas grave parce que depuis le début je traduis, là je traduirais pas, unhinged. Dégondé en ouais, fait, dégondé. mais c'est une mauvaise traduction. Mais folle, juste folle. On parlait du père de Malfoy, c'est donc Jason Isaac, on a vu aussi dans The Away. Et oui, qui joue le père. Tu l'avais pas reconnu? Et si c'est lui, et il y a Michel Monaghan des acteurs de cette série, quoi. Ah bah de toute façon oui, mais je trouve que pour le coup ils ont une qualité de casting chaque saison. Je suis assez fascinée par les gens qui ramènent. En même temps, si on te propose de partir faire le con dans un hôtel de luxe pendant un mois mais ou je deux, dis pas seulement Thaïlande, qu'ils vont chercher des gros noms, je trouve qu'ils sont toujours les castings sont très pertinents. Il y a un truc, la famille marche hyper bien. Je pense que c'est pas difficile de débaucher des acteurs pour cette série. Voilà, peut-être. Oui, mais je pense que tous les acteurs sont partants pour aller faire The White Lotus, à mon avis. Faut sélectionner. Après, il faut arriver effectivement à composer ce casting avec des grosses stars qui vont bien avec des plus émergents. Enfin, je trouve que vraiment ils sont effectivement. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le point fort de cette série. Chaque fois, ils arrivent à composer une troupe qui est parfaite. Et comment ils marchent ensemble? Parce qu'on parlait de Walton Goggins qui est donc en couple avec Amy Lou Wood. Goggins avec Amy Lou Wood. Fallait quand même imaginer ce couple. Moi, je sais que ça va être mon arc préféré parce que cette actrice, je l'adore déjà. Et surtout dès qu'il parle, elle lui dit non mais toi dans tous les cas t'es méga vieux. Genre. Déjà dans Sex Education, c'était le meilleur perso. Là, c'est sûr que ça va être le meilleur personnage. J'adore ce début d'amitié avec Charlotte Lebon qui, je trouve, pour le coup, je crois qu'elle a remplacé quelqu'un. Charlotte Lebon, elle n'était pas castée initialement. Good for her. Je trouve qu'elle fit hyper bien dans cet environnement aussi parce qu'elle a un truc un peu foufou, je trouve, des fois. Elle fait un peu est-elle une mannequin ou pas? Ouais. Et j'adore le moment, genre tout le Québec est à fond parce qu'elle a expliqué que le Québec c'était pas la France dans le premier ou deuxième épisode. Ils sont tous trop contents qu'on parle du Québec dans The White Lotus. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ça va être peut-être un peu plus, je crois que je le disais tout à l'heure hors antenne, que ça va être un peu plus méchant avec les riches, mais un peu plus frontal. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ça va être un peu moins fin, que c'est juste effectivement des fous qui sont là dans leur recherche de bien-être absolu. Ça n'a aucun sens. Et voilà, j'ai l'impression que ça va être des choses peut-être un peu plus faciles. La Thaïlande aussi, c'est un environnement qui est plus inquiétant que la Sicile. Donc, ils jouent aussi là-dessus. Voilà, j'ai l'impression que tout va être peut-être un peu plus facile. Et en même temps, je pense que ça va extrêmement bien fonctionner. Enfin, moi, je trouve que ça part bien. Mais simplement sur ce que tu disais sur le fait de prendre soin de son corps, etc. et de pas faire de téléphone, machin, je trouve que ça va extrêmement bien avec 2025 parce que il y a jamais eu un tel, enfin on est revenu à un culte du corps et avant toute chose et je pense que là on les voit d'ailleurs faire plein de tests et faire plein de et trucs. Ça j'adore aussi. Et elle est dans des salles cryogénisantes ou je sais pas quoi et je pense que ça va très très bien. Caissons de je sais pas quoi qui m'a angoissée. Ça s'appelle un caisson d'angoisse ou un truc comme ça. Non, c'est un caisson de. Non, pas un truc. Non mais effectivement le nom c'est un peu un truc genre caisson de recherche personnelle ou je sais pas quoi, enfin un truc où genre je sais plus. Tu flottes dans de l'eau salée. Où t'es dans de l'eau et tout. Ah là là, ça m'a mais ça m'a vraiment angoissée. Un truc effectivement très angoissant. Mais même le fait de genre arriver dans un hôtel, pas prévenir les gens et leur dire donnez vos portables, c'est un peu là. C'est pas genre sensory deprivation. Si c'est ça. Mais du coup en français ce serait genre privation de un caisson à privation de sens. Alban, coucou. Je vois un son tout seul de ce coucou là. Pardon. Alban, cette saison de White Lotus pour toi aussi, elle s'annonce bien? Ouais, moi je suis totalement d'accord et j'avais pas du tout fait le lien avec ce qu'a dit Rita sur la télé-réalité et le lien avec White Lotus où c'est vrai qu'en fait on sait exactement ce qu'on va regarder, on sait comment c'est construit et en fait ça fait l'effet inverse que ça devrait me faire, c'est-à-dire me saouler parce que je connais la suite, alors que là, enfin vraiment l'inverse ça m'excite quoi, j'ai envie de dire mais ok t'as fait ce plan de caméra sur ce personnage là donc ça veut dire qu'il va se passer quelque chose et je suis trop content alors que sur un film tel que Real Pain ça m'aurait saoulé. On l'a bien compris. Mais non ouais je suis super enthousiaste et je trouve que oui effectivement la force de cette série là c'est son casting, c'est la manière dont ils vont faire évoluer les personnages aussi entre eux. Moi j'aime bien l'aspect un petit peu en tout cas sur les débuts, les premiers épisodes huis clos que ça permet, c'est-à-dire qu'on est avec deux personnages, avec une famille, avec et finalement petit à petit ces mini-groupes vont être amenés à se croiser ou à interagir et je trouve ça vraiment bien amené à chaque fois. Je trouve que la force de la série c'est qu'elle est intelligente, que c'est vraiment très très bien écrit et c'est pour ça qu'on a envie de connaître toutes les histoires et même la manière ça commence toujours pareil avec un coup de feu et ensuite on revient une semaine avant et il y a une sorte de décompte. Je trouve que ça fonctionne ultra bien et je trouve que vraiment c'est ultra opérant ce que tu dis par rapport à la télé-réalité quoi. C'est vraiment ça. Je sais pas si on le regarde comme une télé-réalité mais en tout cas c'est construit une télé-réalité intelligente quoi. C'est vraiment fin.
Mais du coup, j'ai l'impression, je me sens obligée de dire que moi, je suis pas 100% emballée par cette nouvelle saison. Bah non, mais c'est bien. On se sent obligée. Bah non, mais parce que du coup, vous êtes tous en train de dire que c'est super. J'ai pris un plaisir énorme à regarder les 2 premiers épisodes, comme j'ai pris un plaisir énorme à regarder White Lotus de manière générale. Je fais partie des rares personnes qui préfèrent la 1 à la 2, justement parce que je la trouve plus méchante, plus franche dans la farce, et juste moi, le mec qui passe, je sais pas, ça fait quoi, 6 épisodes à réclamer sa suite ananas parce qu'il est pas dans la bonne suite. Je trouve qu'il y a un truc, enfin vraiment grotesque qui m'amusait énormément, et je trouvais les caractérisations de personnages dans la une, typiquement cette famille avec la femme clairement qui réussit beaucoup plus le mari, et lui il est persuadé qu'il va avoir un cancer des testicules. On entend des trucs où vraiment je trouve que ça déjouait toujours un tout petit peu mon attente. Depuis la saison 2, je trouve en fait les caractérisations de personnages un peu plus attendues, c'est-à-dire que vraiment, je veux dire par exemple les 2 couples avec les 2 couples qui partaient en vacances dans la saison 2, et il y avait un peu le couple qui avait un peu plus réussi que l'autre, et du coup ils vont se comparer, etc. Et surtout, je dis un peu plus, c'est-à-dire que à la fois je trouvais que dans la saison 1 c'était un peu moins attendu, mais surtout je trouve que là, depuis la saison 2 on est dans un truc un peu plus explicatif. J'ai l'impression que c'est comme s'il avait un peu théorisé sa saison 1, et que du coup il s'était dit ok, c'est ça qui fonctionne, c'est parce que j'ai réussi à cocher telle case, faire telle déconstruction un peu de tel type de personnage, et que maintenant je dirais pas que c'est complètement programmatique, mais typiquement la saison 2 j'avais l'impression qu'au début j'étais hyper excitée par le nouveau décor de la Sicile et les nouvelles typologies de personnages, typiquement la famille avec le grand-père, le père et le fils italien qui repartent sur les traces de leur famille. Je trouvais ça génial. Et en fait, à part, et je vais pas spoiler pour les gens qui n'avaient pas vu, je vais juste dire l'arc de la gay mafia, qui pour le coup est le sommet de la série dans la saison 2. Et parce qu'aussi le personnage de Tania, et moi elle me manque un peu dans cette saison 3, elle manque quand même beaucoup. À part effectivement cette vraiment sortie de route sur les derniers épisodes où j'étais là mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, et on part vraiment dans le loufoque. Je manque un peu dans la saison 2 et dans la saison 3 vraiment du côté farce mordant un peu loufoque. Et je dis ça, et en même temps je trouve que la saison 1 pour arriver jusqu'à la mort finale, c'était hyper bien construit. On comprenait comment chaque personnage avait joué un petit rôle dans ce qui va à la fin devenir un drame. Dans la saison 2, honnêtement, il y avait un côté vraiment un peu Jump the Shark qui sort du chapeau. C'était très marrant, mais ça sort un peu nulle part. Et là, j'ai l'impression que de nouveau, je me retrouve avec des personnages et c'est absolument pas déplaisant, et clairement je m'éclate en regardant la série. Juste je suis un peu là, genre je me dis bon bah la famille ils ont tous l'air fucked up, effectivement j'ai l'impression de savoir à peu près où ça va, et j'ai l'impression d'avoir moins de surprises, et surtout que tout est très surligné. Vous disiez, enfin Rita tu disais notamment on te sous-entend la chose, on te la montre, on te la redit. Putain, il y a des trucs, j'étais là, ça va, j'avais compris, et vraiment la série elle y va, elle me répète 4 fois, et putain il fait exprès de souligner des trucs pour nous perdre. Enfin, moi, je pense que ça ne jouera pas de rôle dans le dénouement. Oh là là, dans la saison 2, à la fin de la saison 2. Mais on refera probablement un débat à la fin de la saison. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Je sais où on va, mais je sais pas jusqu'où ça va aller. Et c'est ça qui me. Oui, mais du coup, la saison 2, à part l'arc de la gay mafia, je trouve que là où on a été pour typiquement les 2 couples ou la famille des Italiens, on a été vachement en dessous de ce que je m'étais imaginé quand la série a commencé. Parce que t'as l'esprit tordu, Elisabeth. Peut-être. Et peut-être que maintenant, il se repose un peu plus sur ses acteurs. Et peut-être qu'il caractérise un peu moins ses personnages parce qu'il a des acteurs tellement dingues que peut-être il a moins besoin de les écrire. Ce que je veux dire, si je peux donner un exemple, parce qu'on le comprend assez vite, le personnage de Jackson Isaac, qui du coup est à la tête de cette famille texane. On comprend assez rapidement qu'en fait il est dans une galère financière, et que ses vacances, je sais rien, je me dis vont peut-être être les dernières vacances de ce niveau-là de vie ou un truc comme ça. Je me dis bon, en fait je fais partir des riches en famille dans un hôtel. C'est quoi le premier truc auquel je pense? C'est ça. Je trouve qu'en fait on est sur des trucs un peu plus attendus en termes de caractérisation. Mais encore une fois, vraiment je fais ma mauvaise parce que vous êtes tous extrêmement positifs. Et qu'il y a que 2 épisodes. Et que j'allais dire Elisabeth, parce qu'il y a un épisode où on a connu les personnages et un où on a mis en place les trucs, parce que franchement notamment sur la famille, le premier truc qui vient en tête, c'est qu'il n'y a pas d'argent. En attendant, c'est la 3e saison, et c'est peut-être la 10e ou 11e relation dynamique à mettre en place. C'est la première fois qu'on met en place ça. Mais moi, j'ai pas compris qu'il y ait des galères financières, ou alors j'ai des galères judiciaires. Oui, mais judiciaire, ça va impliquer. Qui vont impliquer une chute, je pense. Oui, mais c'est pas un escroc. Enfin, il a de l'oseille pour l'instant. Non. Mais bon, voilà. Et de la même manière que Walter Goggins, j'ai l'impression que la manière dont on nous construit le personnage, ça fait 2 épisodes qu'on est en mode suspense, qu'est-il tout. Enfin, en fait, voilà, je trouve que c'est un peu plus grossier. Mais bon, je suis toute seule. Je regarderai évidemment, malgré tous les défauts que j'ai dit, cette saison 3 avec en la bingeant totalement, parce que qu'est-ce que ça se regarde bien et facilement. Et effectivement, je trouvais ça intéressant qu'on en redébatte, surtout parce qu'on avait dit par exemple que Hippocrate, si notre avis, on était un peu déçus de la saison 3, si notre avis a évolué, on aurait débattu. En réalité, on a tous été déçus par la saison 3, ça n'avait pas le coup d'y revenir. Peut-être que White Lotus, ça vaudra le coup de refaire un débat en fin de saison. En attendant, c'est l'heure des recos de la perche.
perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Laurent, on le disait un peu plus tôt quand tu parlais du box-office, tu es le seul ici à avoir été mercato, et l'un des seuls, puisque le film marche pas très bien. On est 143 000, ce qui est pour un film de ce budget-là pas dingue. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est un film qui est plutôt pas mal, en fait. Je trouve que c'est un film qui raconte l'histoire du coup du personnage de Jamel Debbouze, qui est agent de joueur de foot, un peu sur le retour, enfin qui est un peu en train de se casser la gueule, et qui se retrouve en fait, à la fin du mercato, sur les 8 derniers jours, en train d'essayer de conclure des coups pour rembourser en fait une pseudo-dette que des gangsters viennent lui réclamer. En fait, tout le concept de faire un thriller économique autour du milieu du foot dans le milieu des agents de joueurs, je trouve que l'idée est brillante. Ouais. Je trouve que de ce point de vue-là... Ça aurait presque dû être une série. Ça aurait pu être une série, ça aurait pu être des films, ça aurait pu être d'autres choses, peut-être pas des jeux vidéo, mais je veux dire, ça aurait pu être des séries, des films. Mais là, honnêtement, l'idée est très bonne. Je trouve que Jamel Debbouze est excellent dedans. On oublie que c'est un très bon comédien et il est très très bon dedans. Donc, ce qui fait que par principe, le film fonctionne parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. C'est vraiment le bordel. C'est un film qui se tient avec beaucoup de rythme, presque un peu trop en fait, où on enchaîne, où il se passe des trucs vraiment insensés les uns après les autres, et qui fait que on est quand même tenu par cette histoire-là. Le problème, c'est qu'il y a quand même des défauts non négligeables. Le premier, c'est qu'en fait, il essaye de construire une espèce de relation père-fils qui est quand même pas très intéressante et qui vient un peu parasiter l'ensemble, parce que on est en France et qu'on n'ose pas faire du thriller économique parce que gagner de l'argent, en fait, ça n'intéresse pas les gens, alors qu'en fait, si. Mais et donc du coup, il faut absolument caler une espèce d'histoire père-fils un peu légère et un peu bas de gamme, et franchement un peu lourde, même si le personnage qui est joué par l'acteur dont j'ai oublié le nom, qui joue le fils dans l'Anatomie d'une chute. Ouais. Pardon? On vous a pas entendu. On vous a toujours pas entendu. Milo Machado Graner. Voilà. Pardon. Lui est super en fait dans le film, et son personnage est un peu caricatural. Du coup, ce qui fait que ça casse le rythme et ça brise un truc qui aurait pu être beaucoup plus tendu et beaucoup plus réussi. L'autre défaut, en fait, que je trouve assez majeur pour le coup, c'est qu'il assume pas, en fait, son côté thriller économique, parce que je pense qu'il n'avait pas besoin, justement, de créer cette espèce de time lock, c'est-à-dire en gros de créer un truc qui va le forcer à absolument devoir gagner de l'argent, parce que sinon il se fait casser la gueule, voire buter par des gangsters. Je trouve que ce truc-là est très artificiel, alors qu'on aurait pu vraiment juste parler d'un agent de joueur qui a besoin de se refaire parce que c'est sa motivation, parce que c'est sa vie, parce qu'il adore le foot, mais il adore aussi l'argent. Enfin bref, il y avait un truc intéressant à raconter autour de ça, et on sent que le film a été, à mon avis, très pensé, très retravaillé, pour essayer de le faire un peu rentrer dans des cases et essayer de lui faire dire des trucs qu'il n'avait pas forcément besoin de dire et qui nous fait perdre un peu de temps. C'est dommage, parce que ça aurait pu, en fait, on passe pas loin d'un très bon film. On passe quand même assez loin d'un chef-d'œuvre. Il aurait fallu qu'il y ait un vrai bon réalisateur derrière, Tristan Seguela. Tristan Seguela, qui est notamment le réalisateur de la série Tapis. Il fait le taf, mais je veux dire, c'est pas c'est pas David Fincher, quoi. Voilà, il aurait fallu quelqu'un un peu de cet acabit-là pour faire quelque chose de vraiment brillant. Et c'est un peu dommage qu'en fait que ce film marche pas bien, parce que potentiellement, du coup, le milieu va se dire, ah ouais, mais non, mais faire des thrillers économiques dans le milieu du foot, en fait, ça marche pas. Et donc du coup, arrêtez d'en faire, alors que c'est une super idée et que potentiellement ça aurait pu faire un super film. Donc on vous recommande ce mercato. De mon côté, on recommande avec les réserves que tu as mentionnées. Moi, je veux faire une contre-reco, parce que vraiment j'ai été très énervée. Ce week-end, j'ai été voir The Monkey, et non, ce n'est pas le film avec Robbie Williams, parce qu'à chaque fois que je le demande, non, c'est un film d'horreur. Et ce n'est pas un film d'horreur avec Robbie Williams, que j'ai eu comme ça des quiproquos un peu étranges. C'est un film d'Osgood Perkins, dont j'avais déjà détesté les 2 précédents longs métrages. Je sais pas pourquoi je m'acharne. J'avais vu son Gretel et Hansel au moment du Covid, que j'avais trouvé vraiment très mauvais, et j'avais vu son Long Legs qu'on avait même floppé l'année dernière. C'est le mec de Long Legs. Ouais, et Long Legs, où je me souviens vraiment qu'on avait eu ce truc-là de se dire, la bande-annonce c'est génial, Neon, vraiment ils font des bandes-annonces folles, les mecs, mais donnez-leur des Oscars, parce que le film n'était pas du tout au niveau de sa bande-annonce. Et là, je sais pas pourquoi, avec Félix,
Félix, on s'est dit qu'on allait retourner voir un Osgood Perkins, qui d'ailleurs est le fils de Perkins, l'acteur de Psychose, et on allait voir The Monkey. Et alors, mais c'est horrible, enfin je veux dire, c'est très mauvais, c'est une énième adaptation de Stephen King, dans laquelle des frères jumeaux tombent sur la marionnette de leur père, qui est une espèce de marionnette évidemment complètement déviante. Le principe, et pour le coup je trouve ça hyper marrant. Non mais les jumeaux en vrai. Les jumeaux, voilà. Bon, après, et t'inquiète qu'il y en a un qui devient le gentil et l'autre, il y a le jumeau maléfique, tu vois, genre, évidemment. Les deux sont joués par Theo James, et quand il est gentil, il a des lunettes, quand il est méchant, il a un mulet. Et le principe, quand même, parce que pour le coup, je trouve qu'il y avait une bonne idée, mais qui donc visiblement vient plutôt de Stephen King, c'est que cette marionnette singe, donc tu tournes la clé pour la faire marcher et taper avec ses mains et ça tue quelqu'un, sauf que ça tue pas la personne que tu prévois que ça va tuer. En général, ça tue quelqu'un plus ou moins autour et on sait jamais trop. Donc c'est quand même très très risqué de l'utiliser, mais jamais la personne qui l'utilise, et c'est tout ce qu'il faut pas faire sur un film d'horreur, c'est-à-dire que c'est extrêmement programmatique, donc il y a des gens qui meurent les uns après les autres, c'est jamais, à part la toute première mort qui est un peu marrante, c'est globalement tout ce à quoi tu t'attends dans l'environnement dans lequel c'est. Il y a une écriture de personnages, mais vraiment mais en chaos technique. Enfin, je veux dire, les deux frères, ils sont tellement mal écrits, tellement mal caractérisés. Effectivement, cette espèce de trope du jumeau et du jumeau maléfique, on n'en peut plus, et là vraiment, mais je crois à aucun moment à leur relation, et là-dessus en plus on nous colle le fait que Theo James a un fils, et que ça va plus ou moins être d'ailleurs un petit road trip, retour dans sa ville, non plutôt retour dans sa ville d'origine, tellement originale, avec son fils. Je comprends rien à cette relation père-fils. En plus, il y a une histoire de genre Elijah Wood qui fait un caméo en espèce de beau-père qui vend des livres de développement pour devenir un bon papa dans une scène qui n'a rien à voir, et qui du coup veut récupérer son fils, et visiblement judiciairement c'est possible de genre prendre le fils et toi tu te le fais enlever et tu n'as pas un mot à dire, ça n'existe pas. Donc bref, c'est une catastrophe à tout point de vue, et je commence à en avoir sérieusement marre de ce Osgood Perkins qui m'a à chaque fois avec des bandes annonces un peu alléchantes. C'est peut-être plutôt Neon, le distributeur, qu'il faut mettre en cause. N'allez pas voir ce Monkey, passez votre route. J'en profite pour mentionner, Valentin n'est pas là, mais qui nous a conseillé Chronos, le film de Guillermo del Toro, qui date de 92, hein, mais qui est au cinéma en ce moment, et j'ai regardé, il fait une ressortie notamment au Hall, au MK2 Bibliothèque et à l'école Cinéma Club pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont à Paris. Et Laurent, mais on en parlera plutôt la semaine prochaine, dimanche, je et d'autres gens de l'émission, dont Félix et Valentin, je sais que toi non, nous allons voir le final de l'Attaque des Titans remonté en film. Oui, moi je sais pas si je vais aller le revoir au cinéma, mais le final mais pas remonté en film, parce que si, en fait c'est les deux épisodes, ces deux épisodes d'une heure, et là ils ont remonté, la fin de la série c'est 2 longs épisodes d'une heure, ils ont remonté ces 2 épisodes en un film et ils ont retravaillé les effets spéciaux, etc. Bon, clairement c'est juste les Japonais qui disent on veut continuer de tirer sur cette licence, mais tirons sur la corde jusqu'à ce que vraiment il n'y ait plus rien. Après, ça reste quand même SNK, l'Attaque des Titans, ça reste quand même une des meilleures séries d'animation japonaises de ces 10, 15, peut-être même 20 dernières années. C'est comment dire, c'est même peut-être une des meilleures séries tout court en fait de ces dernières années. Pour moi, ça fait partie des meilleures séries. C'est une série qu'il faut absolument regarder. C'est un truc en fait très complexe, très dur, très violent. Très étonnant parce que c'est une série qui parle de fascisme globalement, et donc un peu inquiétant en fait sur l'ère du temps, et sur aussi le fait que il y ait autant de gens chez qui ça résonne, parce que ça veut dire que le fascisme ça leur parle, et en même temps ça résonne. C'est une série qui résonne tellement avec l'actualité. Oui, bien sûr. Et donc ouais, c'est une réussite vraiment extraordinaire. Je pense le créateur dont j'ai oublié le nom, Hajime Isayama. Voilà, est clairement un semi-autiste et a des problèmes, mais c'est vraiment mais dans le bon sens du terme. Mais dans le bon sens du terme. Bravo à lui. C'est ce qu'il a fait est complètement invraisemblable et mérite toute l'attention qu'on lui porte. Est-ce que aller revoir ça au cinéma peut-être? C'est un délire de déviant. Moi, genre 2 fois la série en entier. Non, mais si vraiment, voilà, c'est un délire pour les fans, mais je pense que moi, je voudrais profiter de cette ressortie pour dire regardez vraiment l'Attaque des Titans. De toute façon, surtout. En fait, c'est une fausse indication, parce qu'on a pris nos places, on va le voir avec Valentin et Félix à l'UGC 19, parce que la réalité, c'est qu'il n'y avait plus de place nulle part. Les places sont blindées. En fait, c'est déjà complètement complet parce que ça ressort sur un week-end. Donc, c'est une espèce de fausse recommandation pour vous dire de regarder l'Attaque des Titans, juste parce que c'est tellement japonais. Ils ont appelé ce film l'Attaque des Titans, la dernière attaque. Oui, voilà, parce que toujours plus d'attaques et de titans. Et toujours plus d'attaques et de titans. On conclut cette émission évidemment par une carte blanche, et cette fois-ci carte blanche à Manon. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash.
Ta 3e carte blanche à ce micro déjà. Tu voulais nous parler de Judd Apatow. Oui, parce que la semaine dernière, on a fait le point sur le déprimant Marvel Cinematic Universe. Et moi, pour redonner le sourire à tout le monde, cette semaine, j'ai choisi de parler de mon Cinematic Universe préféré à moi, celui du roi de la comédie américaine, Judd Apatow. Judd Apatow, il a réalisé seulement quelques épisodes de série et 7 longs métrages. Je les cite rapidement pour être sûr de savoir de quoi on parle. 40 ans toujours puceau, Enclog mode d'emploi, Funny People, 40 ans mode d'emploi, Crazy Amy, The King of Staten Island et La Bulle. Et ces films, ils font rarement événement en France. Je me demande même si son avant-dernier est sorti en salle. Le dernier, il était sur Netflix. Mais en fait, c'est fou parce que Apatow, c'est l'un des plus grands et des plus prolifiques producteurs de son époque. Il a plus de 50 productions sous son nom. Et c'est l'un des scénaristes aussi les plus actifs et selon moi les plus doués de la scène humoristique américaine. Depuis 30 ans, qu'il soit réalisateur ou producteur, Judd Apatow, il reproduit une recette qui a totalement fait ses preuves. En fait, c'est celle de révéler une future star de l'humour dans un rôle d'adolescent semi-autobiographique. Et il a ainsi permis à de très nombreux talents, Steve Carell, Seth Rogen, Amy Schumer, pour ne citer que, de devenir des poids lourds de l'humour, mais aussi à de nombreuses comédies franchement cultes de voir le jour. Du côté du petit écran, il est l'homme derrière le, selon moi, prodigieux teen show Freaks and Geeks, qui est vraiment ma série préférée au monde, je pense. Au casting composé de nombreuses futures stars qui ne l'étaient pas encore, comme Seth Rogen que j'ai cité tout à l'heure, James Franco ou Jason Segel. Et c'est pour ça que c'est aussi savoureux d'ailleurs de regarder cette série. Et c'est une série qui a su capter les tourments adolescents avec beaucoup d'humour et beaucoup de subversion et qui a totalement éclaté, je trouve, les normes sociales du lycée américain à l'écran. C'est une série qui a été assez boudée par le public, même américain, et qui a été annulée après une saison. Et du côté du grand écran, Judd Apatow, il a su prouver l'étendue de son talent lorsqu'il s'agit de tourner ses propres névroses en dérision, mais il boude pas non plus son plaisir quand il s'agit de raconter celles des autres. Donc quand il réalise pas ses films, sa spécialité, c'est d'apporter sa patte à des histoires de losers magnifiques qui refusent de grandir, que ce soit sous la caméra d'Adam McKay, de Greg Mottola ou de Paul Feig. Il y a par exemple Présentateur vedette, Frangin malgré eux, Super grave, Sans Sarah Reneva, toutes ces comédies assez inoubliables, elles ont toutes le nom de Judd Apatow inscrit en haut du générique. On l'a compris, c'est cette figure du geek maladroit et très immature dans lequel je pense que le réalisateur se reconnaît et qu'il affectionne par-dessus tout et qu'il a toujours mis au centre de ses faits d'armes cinématographiques et sériels. On a de fait pu lui reprocher parfois un certain entre-soi façon boys club blanc, et je trouve à juste titre. Il y a d'ailleurs certains de ces acteurs qui ont eu leur réputation ternie par des MeToo, notamment James Franco. Et du coup, après avoir filmé l'immaturité au masculin sous absolument toutes ses coutures, il a décidé de changer de cap, et il y a à peu près une grosse dizaine d'années, il a décidé de se focaliser sur des personnages féminins qui sont pas plus épargnés que ces personnages masculins. En 2011, il a donc produit la comédie Mes meilleurs amis de Paul Feig, qui réunissait les femmes les plus drôles d'Amérique, je pense, et qui est l'une des meilleures comédies de tous les temps. C'est vraiment une comédie grotesque, voire scatophile sur les bords, qui reprend les codes de la comédie potache, avec un casting donc entièrement féminin, et qui était une réponse féminine du coup à Very Bad Trip, coécrit par Kristen Wiig, qui a été un énorme succès totalement inattendu au box-office, et je crois que c'est devenu un vrai turning point chez les producteurs hollywoodiens. Je crois qu'il y a même un nom inspiré en fait de cette comédie et de son succès. En 2012, toujours dans cette ambition de féminiser ses productions, il a pris sous son aile donc Lena Dunham, et il a produit sa première série, Girls, qui a quand même révolutionné le monde des séries par son ton très cru et tout ce qui était montré en termes de nudité à l'écran, et son analyse très personnelle de cette nouvelle génération d'adolescentes. Et en 2015, il a taillé sa nouvelle comédie en tant que réalisateur sur mesure pour Amy Schumer, qui était une comédienne encore confidentielle à l'époque, qui était également co-scénariste de ce film assez autobiographique qui s'appelle Crazy Amy. Pour moi, en tant que réalisateur, son coup de maître, ça restera à jamais son coup d'essai, son premier film qui est 40 ans toujours puceau, qui selon moi est un chef-d'œuvre de la comédie débile, et le seul qui est véritablement connu en France d'ailleurs. Dans ce film, il posait la première pierre de sa réflexion que je trouve assez passionnante et très personnelle sur la difficulté à grandir, qui va vraiment traverser tout son corpus cinématographique, qui est assez cohérent en fait quand on s'y penche. Il a aussi révélé au grand public tous ces freaks and geeks adorés à lui, qui formeront sa bande de fidèles collaborateurs, et surtout il a popularisé l'immense Steve Carell.
Et il a prouvé, comme il a eu de cesse de le faire depuis, que c'est avant tout un dénicheur et un catalyseur de talent assez dingue. C'est frustrant de ne pas pouvoir parler de tous ces films parce que moi je les aime tous, sauf le dernier, The Bubble pour Netflix, qui était une comédie sur le Covid et un tournage de blockbuster en temps de Covid qui était assez raté et qui était juste une succession de gags qui racontaient pas grand-chose. Mais Judd Apatow, c'est pas que de l'humour potache qui tâche. Dans Funny People, son 3e long métrage, il confie à Adam Sandler, qui a été son coloc et qui à l'époque était abonné aux comédies pour le coup vraiment médiocres, le rôle qui était, je pense, pas tout à fait un rôle de composition de George Simmons, qui est un acteur de comédie nanardesque, très égocentrique et très antipathique, qui était atteint d'une leucémie. Et c'est la première fois que Judd Apatow abordait frontalement le sujet de la maladie et de la mort, avec en creux une réflexion sur le métier de comédien au sens comique du terme, avec une question qui traversait tout son film, qui était qu'est-ce qui reste d'un humoriste lorsque les épreuves personnelles l'empêchent d'être drôle. Et voilà, rire de tout et rire pour tout ridiculiser, même le pire, c'est aussi ça la méthode Apatow. Merci Manon. Et alors je découvre que 40 ans toujours plus haut est son premier film. Ouais. Et effectivement, chapeau. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Je vous laisse noter effectivement notre émission publique du 12 mars dans vos petits agendas. On se dit à la semaine prochaine et merci de nous avoir écoutés.